Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de BD de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, comme on l'avait teasé en fin d'émission dernière, numéro spécial Mr. T, Quentin de son prénom. Un mois après, à peu près, après la sortie de Once Upon a Time in Hollywood, on va revenir sur ce film très attendu, peut-être l'événement cinématographique de l'année, avec une bien belle compagnie autour du plateau. Nous avons Perrine Kenson, bonjour. Bonjour. Alors Perrine, on te connaît, tu es chroniqueuse sur Binge Audio, dans les podcasts Nos Ciné et Next Episode. On te retrouve également dans le film français Cinématiseur et Première. Par exemple. Première, très belle transition, car nous avons un invité de marque le côté du plateau, Damien Leblanc. Bonjour. Donc on te retrouve dans Première, également dans 3 couleurs, et tu es auteur également de l'ouvrage Les Révolutions de Mad Men chez Playlist Society. Exactement. On est ravis de vous recevoir, et on est également ravis de recevoir pour sa première fois en plateau, en tant que chroniqueuse, j'ai envie de dire, ouais. Océane. Comment ça va? Un peu stressée, mais sinon ça va. Pour nos chroniqueurs qui ne te connaîtraient pas encore, c'est quoi un petit peu tes zones d'expertise? Le cinéma, les séries, j'aime beaucoup la musique, je suis assez axée féminisme et droits LGBT aussi. Et j'ai mon propre podcast, les Money Adaptation Club, et j'adore les citrons aussi, c'était important de le dire. Super. Et donc tu vas nous parler cette semaine du coup de Gemini Man, le nouveau film de Ang Lee. Tout à fait. On a également en face de toi Chloé, comment ça va? Ça va bien, chaudement, et ça ne fait que commencer. Chaudement, ça ne fait que commencer. Bon, ça va mieux se passer cette fois a priori. Donc moins de la dernière. Pour l'occasion, donc tu vas nous parler de Once Upon a Time in Hollywood. On consacrera un petit segment critique dessus au milieu du débat. Et pour la 3e fois, toujours fidèle, toujours présent, Cédric, comment ça va? Jamais 203. Jamais 203. Tu te reposes un peu la semaine prochaine quand même? Bah oui, on parle de Batman, j'en ai rien à foutre. Très bien. Bon, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment, au hashtag HPL. Sur le chat évidemment, on vous lit, vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques, on y répondra tout au long de l'émission. J'ai envie de dire, c'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde! Alors, Gemini Man, film de Ang Lee. Tout à fait. Donc qui revient pour son nouveau film après Billie Lynn, qui avait été un échec assez retentissant malheureusement. Et cette fois, on suit donc Will Smith autour du monde, qui est confronté à son clone de 25 ans plus jeune que lui. Et donc il est accompagné de Mary Elizabeth Winstead pour dénouer les fils d'une énorme conspiration internationale orchestrée par Clive Owen. Globalement en fait le scénario il a 20 ans, il date des années 90, c'est un high concept comme on pouvait s'y attendre dans les années 90, sauf que c'était encore trop compliqué à l'époque de faire le film parce que ça demandait des technologies de pointe pour rajeunir Will Smith qui n'était pas encore au point. Donc effectivement on peut se demander la pertinence de faire ce film en 2019, pourtant il y a quand même un intérêt puisque les technologies maintenant existent et du coup le résultat est tout simplement bluffant. Will Smith à quelques plans près, on voit clairement que le résultat fonctionne et la performance capture sur son clone en tout cas vaut vraiment le détour. Le souci en fait c'est le scénario vraiment qui a pas beaucoup évolué depuis les années 90, on a l'impression. C'est un peu le problème puisque les personnages sont assez stéréotypés, ils passent d'un point A à un point B sans réelle consistance. Mary-Elizabeth Winstead n'a aucun arc, vraiment elle se contente de suivre Will Smith et de déclamer 2-3 répliques censées être drôles mais qui tombent totalement à plat à chaque fois. Conscience du spectateur un peu peut-être. C'est ça, mais même il n'y a vraiment aucune plus-value émotionnelle en fait, c'est vraiment que des archétypes et on a vraiment de la peine à s'y attacher. Peut-être qu'au final le personnage le plus attachant c'est le clone numérique de Will Smith. Est-ce que ça poserait pas quand même quelques questions au final sur la véritable entreprise du film qui est de nous faire aimer un clone plus que son interprète principal, puisque pareil le souci c'est que Will Smith il est vraiment il fait le minimum syndical clairement. Pour son clone on sent qu'il a quand même tenté de faire quelques efforts, mais en tout cas pour sa performance en tant que Henry Brogan qui a 50 ans ça reste extrêmement compliqué. On a l'impression qu'il s'est pas totalement remis de Suicide Squad, ce qui est quand même un problème puisque le film a 3 ans cette année. Donc c'est effectivement dommage puisque d'habitude même pour n'importe quel film Ang Lee arrive toujours à insuffler un peu de sensibilité même à son Hulk.
Quoi qu'on en dise, il y avait quand même des thèmes très intéressants qui étaient abordés, que ce soit même Raison et Sentiments, l'adaptation de Jane Austen avec ses deux sœurs perdues dans la campagne anglaise, ça fonctionnait, ou même Billie Lynn, forcément, qui bénéficiait déjà du HFR. Il y avait aussi une énorme plus-value émotionnelle qui apportait une vraie authenticité à l'ensemble. Donc ici, c'est pas du tout présent. Tu parles justement des effets spéciaux et des technologies spectaculaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Et est-ce qu'au moins le film vaut le déplacement pour ça ? Alors, effectivement, donc la technologie HFR, on en avait déjà entendu parler à l'époque du Hobbit, donc ça fait quand même 6 ans. Et ici, clairement, c'est absolument c'est spectaculaire. Vraiment, on a l'impression d'être à côté de Will Smith en tueur d'élite. Donc clairement, pour l'aspect visuel, en tout cas, c'est vrai que Gemini Man vaut le coup. Alors, je crois qu'il passe en HFR, notamment au Pâté Beaugrenelle. Donc, si jamais vous avez la carte, Pâté, vous n'avez qu'à payer les suppléments. Mais c'est vrai que c'est clairement un film à voir au cinéma, parce que vu la gueule du scénario, si on voit le film en 2D, sans aucun HFR ou quoi que ce soit, ça revient à regarder un film du dimanche soir, qui est tout à fait divertissant. On a sa tasse de thé, son popcorn, on est content. Le truc, c'est que ça va pas beaucoup plus loin, malgré le fait qu'on ait le clone de Will Smith qui est absolument irréprochable. Du coup, pour les chanceux qui peuvent se le permettre, évidemment, est-ce qu'on valide ? On valide au cinéma, mais si jamais vous hésitez à mettre 20 € dedans, c'est 20 € qui sont, parce qu'effectivement tout ce qui est technologie, du coup ça augmente encore plus le prix de la place de cinéma, donc clairement ça vaut le coup au cinéma. Après si jamais vous le voyez en 2D, clairement vous pouvez vous en passer. C'est vraiment un film à voir en HFR dans les meilleures conditions possibles, et c'est un film qui à mon sens traversera mal l'épreuve du temps, parce qu'il ne vaut que pour le HFR, donc à voir pour la postériorité du film, on va dire. Merci beaucoup pour cette première critique. Perrine, Damien, est-ce que vous avez vu Gemini Man ? Est-ce que vous vous y êtes frotté ? Alors moi je ne l'ai pas vu encore, mais je pense que je vais y aller. Mais effectivement j'entends beaucoup ça en fait, que le scénario n'est pas terrible, et que c'est vraiment, si on voit dans la technologie pour lequel il a été conçu, que ça vaut le coup. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant de voir un film que pour sa technologie, mais je vais y aller. Je vais rattraper mon retard très très vite. Et Perrine, pour toi la démo technique ? Oui, j'ai pas eu l'occasion de le voir non plus encore. Non, malheureusement, j'aurais bien aimé. Mais j'ai très envie de le voir pour la HFR, parce que Billie Lynn, qui était déjà aussi en HFR à l'époque, en France, on n'avait pas de lieu pour le regarder en HFR en fait. Donc finalement, on l'a, pareil pour le Hobbit. Donc on n'a pas vraiment l'idée de ce que ça fait vraiment le HFR. Moi, j'ai très envie de le découvrir vraiment pour voir ce que Ang Lee, s'il l'a fait dans cette technologie-là, avec cette forme-là, c'est qu'il a quelque chose à raconter par rapport à ça. Donc moi, ça m'intéresse de voir ce que Ang Lee veut nous faire voir, ce que je n'avais pas pu voir à l'époque de Billie Lynn, et que je trouve déjà être un film fabuleux. Billie Lynn qu'il faut absolument voir, tout comme d'ailleurs l'Odyssée de Pi pour une autre réussite technologique aussi. Mais non, pour le talent d'Ang Lee, j'ai très envie, même si tout le monde dit en effet que le scénario est écrit sur un coin de table et que c'est pas fou quoi. Mais je m'en fous. Cédric, je te vois frétiller. Là, je suis à peu près d'accord avec Perrine. Non, elle a raison. Billie Lynn, c'est fou. Ce qui est pas mal, moi je l'ai vu 2 fois du coup. T'as vu 2 fois Billie Lynn ? Non, Billie Lynn j'ai vu 2 fois, mais Gemini Man je suis allé voir 2 fois, une fois en HFR et une fois dans une salle classique pour essayer de me rendre compte des différences. Ah oui, donc du coup au niveau des différences. Parce que comme elle le dit, il y a 3 ans on n'avait pas de salle Dolby qui permettait d'avoir un écran 4K 3D 120 images. C'est pas juste le framerate, c'est vraiment la combinaison des trois, l'expérience que propose Ang Lee. Et il n'y avait pas de salle qui le faisait en France. Il y en avait 4 dans le monde il y a 3 ans, là il y en a un peu plus. En France il y en a 10 maintenant qui font ce truc là. Et donc clairement quand j'ai vu le film, c'est une vraie claque technique. Et il y avait des plans, je me disais ça passe pas trop, mais peut-être qu'en 24 ça passerait mieux, et que mon œil étant habitué à la 24 depuis que le cinéma est cinéma, j'ai un œil qui est forgé à ce format là, et qu'il faut peut-être désapprendre pour réapprendre notre truc. Donc je suis allé le voir dans les 2 formats, et effectivement les scènes qui passaient en 120 passent plus en 24 et inversement. Donc c'est intéressant parce que c'est un film qui a la croisée d'une cinématographie classique avec une grammaire du cinéma classique, et qui tente une nouvelle approche avec par exemple les scènes d'action. Il y a beaucoup de plans séquences qui sont truqués, et en 24 images le truc se voit énormément. Là on voit actuellement là où la... Non, on le voit plus. Il y avait une scène à moto, en fait, la course-poursuite à moto. Ouais. Oui. On voit que c'est des mannequins en 3D. En 24 images, c'est très gênant, alors qu'en 120 images, ça passe nickel. En fait, il y a un effet de réalisme. On a l'impression d'être devant, de voir Will Smith se prendre des coups. Donc, c'est plutôt pas mal. Et sur la question de ces creux,
effectivement, c'est un scénario assez vieux. Tu as dit, il a plus de 20 ans. Ça devait être. En fait, il est passé entre les mains début. de plein de scénaristes et de producteurs. Finalement, c'est Jerry Bruckheimer, Tout à fait. Pirates des Caraïbes, pas mal Michael Bay qui l'a récupéré. Ça devait être Clint Eastwood, l'acteur choisi au début, il y a 20 ans, sur le projet. Ce qui aurait été aussi très intéressant sur le concept. Logan, 20 ans avant. Peut-être. Mais là, clairement, en fait, c'est marrant parce que Billy Lynn, c'est un film qui n'était peut-être pas le plus époustouflant visuellement. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas des scènes d'action incroyables à part une ou deux de guerre. Mais le fond du film, le propos du film, je pense, devait marcher avec le HFR. Donc, on ne peut pas l'attester parce qu'on ne l'a pas vu, nous, français, mais les journalistes américains et anglais qui l'ont vu disaient que clairement le fond et la forme se répondaient. Là, on sent que c'est un film qui sert un peu de vitrine à cette technologie et donc il y a plus de scènes d'action. Il y a un scénario que Ang Lee n'a pas trop eu le temps de façonner et qu'il a pris un peu tel quel. Donc c'est vraiment un projet assez intéressant qui mérite de se voir en HFR. Et est-ce que ça durera dans le temps, est-ce qu'il va vieillir ? Peut-être qu'il vieillira mal, mais j'ai envie de dire, on se souvient tous, si on étudie un peu le cinéma, du chanteur de jazz, qui est le premier film parlant. C'est pas un très bon film, ce film. Enfin, c'est même un très mauvais film avec des blackface et tout, mais on s'en souvient parce qu'il y a 10 minutes chantées. Si on se souvient de ce film comme étant un des premiers jalons d'une nouvelle technologie qui pourrait se populariser, moi ça me va parfaitement. Il remplit son rôle à ce niveau-là, en fait. On a oublié défriche. On a oublié Beowulf quand même. C'est pas pour la 3D. Mais c'est pas la même technologie. Ouais. Mais enfin, là, c'est pas de la 3D CGI. Là, c'est vraiment la 3D, la 4K, HFR avec en plus un panel de couleurs beaucoup plus approfondi font que, par exemple, les explosions dans le film, quand tu les vois dans le film, il y a un détail dans les explosions assez dingue. Tu as l'impression de voir l'explosion devant toi. En 2D, c'est une explosion classique quand tu la vois. Enfin. C'est vraiment, on a. Même pour l'eau. Même l'eau visuellement. C'est incroyable, on se croirait à la Géode en train de regarder un documentaire. Le vrai souci, en fait, il est esthétique dans le sens que les images, dès que tu dépasses un certain framerate, ça fait image de télévision, ça fait image de documentaire ou de retransmission sportive. Donc tu te dis, ah là là, ça fait bizarre, ça fait trop réaliste. Mais c'est qu'une question d'esthétique. Je renvoie à cette très bonne vidéo de Monsieur Bobine qui dure 7 minutes. Le HFR, parce que tout est dit. En 7 minutes, il explique ce qu'est le HFR, il explique d'où vient cette technologie, ses inconvénients esthétiques et ses avantages qui ne sont que technologiques en fait par rapport au format qu'on a actuellement, qui est quand même assez dépassé pour beaucoup de choses. Chloé, est-ce que ça t'enthousiasme ? Moi vraiment, pour être très très honnête, j'avais vu la bande-annonce au cinéma, j'ai rien compris de la bande-annonce, à part le fait qu'il y avait 2 Will Smith, je comprenais pas. C'est suffisant. Ça pétait de partout, il y avait de l'action, mais je me suis dit, ça va être encore un blockbuster d'action lambda, moi je vais pas voir ça quoi. Mais de ce que vous en dites de la technologie et de l'effet visuel, si ça pousse à la curiosité, parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus, parce que oui, vraiment du peu que j'en avais vu, j'avais dit non c'est bon. Vraiment hors plateau, j'avais dit à Karel, moi la critique très franchement j'ai pas envie de la faire là-dessus quoi. Si je peux m'épargner ce film, je me l'épargne. Donc là je change d'avis. Merci. Et point positif final, les salles Dolby, on en a pas parlé, mais c'est une super expérience. C'est des sièges en cuir de papa, génial, avec inclinaison pour les pieds, la tête. Il y a un confort. C'est dangereux ce truc-là. C'est dangereux, c'est un coup à s'endormir. En fait, mais c'est pas très grave. Mais je veux dire, j'avais vu le Royaume dans cette salle, j'avais failli m'endormir. Tu payes 22 euros. J'avais vu, ils dormi dans cette salle. Mais pour 22 euros, t'as un confort technologique. Et dans la salle, t'as vraiment un confort, t'es à l'aise, t'es vraiment bien. Moi j'avais eu la chance de voir X-Men Dark Phoenix dans cette configuration, c'était incroyable. Non, c'était bien. Enfin, c'était sympathique, voilà, on va dire. Bon, c'est tout pour ce segment critique, il est 17h14. Je propose du coup qu'on se mette bien, voilà, tranquillou bilou, avec, vous savez quoi, Will Smith, tout simplement. Peine. Men in Black. Ah non, Just the Two of Us, évidemment, c'est raccord avec le thème. À tout de suite. Tel de Pixel après cette pause, ma foi un petit peu douce, un peu moins brutale que Gemini Man. Un peu moins, mais vite fait. Vite fait, ok, très bien. Ça a pas mal parlé de Jurassic Park sur le chat pendant la pause. Perrine, quelque chose à dire? Un message adressé? Moi non, ouais. Mafouba 3, je ne suis pas d'accord avec toi, Mafouba. Elle a pas dit ça, moi je peux le dire, j'en ai rien à faire. Elle a dit, va bien te faire mettre. Alors déjà, je suis pas vulgaire comme ça. C'est moi qui l'ai dit alors. Mais on va te trouver, Mafouba. On va te trouver et te chercher. Alors, non, mais on en reparle si tu veux, Mafouba. Vous pouvez retrouver Mafouba, il m'est désolé. Non, mais c'est une blague, désolé, Mafouba. S'il vous plaît, on peut retrouver Mafouba sur le Discord d'Hyperlink, évidemment. Sur la place Clichy, sur les samedis soirs. Il s'excuse en plus. Non, mais voilà, Mafouba. Mais non. On va se retrouver en octogone. Et on salue Phenom, on salue PJ Beccaro, on salue la débauche. Ce chat part en n'importe quoi, on se calme. Parce qu'on a quand même un gros programme pour ce numéro. On va quand même parler de Quentin Tarantino. Et je propose, si la régie est ok, qu'on se lance maintenant. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison.
Alors, Tarantino, Chloé, c'est qui ce bonhomme ? Né un beau matin d'automne en octobre 63. Non, j'ai dit Chloé, j'ai pas dit Pierre Bellemare. Effectivement. Quentin Tarantino, c'est un bonhomme avec une histoire un peu particulière. C'était pas un type du tout scolaire. Il a très très vite abandonné sa scolarité pour son amour du cinéma, qu'il a commencé à développer très très jeune de par son beau-père. Et suite à ça, il laisse le collège, le lycée, il part faire des petits boulots, il travaille tout d'abord comme ouvreur dans un cinéma porno pour ensuite se rediriger vers un vidéoclub qui s'appelle Vidéo Archive. Il va travailler quelques années par là-bas et c'est là-bas qu'il va vraiment se faire sa culture cinématographique, films français, films japonais, kung-fu, la totale. Et c'est là qu'il va commencer à réécrire des scripts, principalement. Il avait des amis qui travaillaient dans ce vidéoclub, dont l'un d'entre eux, Roger Avary, typiquement, avec lequel il va écrire différents scripts. Mais il aura toujours la frustration de ne pas pouvoir réaliser ces différents films, de les écrire, d'en faire ses bébés, de traiter d'arguments très très personnels, mais de ne pas pouvoir les mettre en œuvre parce qu'il n'a juste pas les moyens, très clairement. Ce qui va nous porter en 84, en 87 à de la réécriture, de la frustration pour passer en 90 à une écriture express en 3 semaines de ce qui va devenir Reservoir Dogs, qui va ensuite lancer dans le cinéma et qui va lancer sa carrière de réalisateur et non plus de simple scénariste. Et effectivement, tu fais bien de le rappeler, Tarantino peut-être au début de carrière un peu frustré, scénariste d'abord. Cédric. Ah ouais, il est scénariste. Enfin, en gros, il se lie d'amitié avec un monsieur qui s'appelle Roger Avary, avec qui ils vont coécrire ensemble au début des petits trucs. Par exemple, Roger Avary, il a un projet un scénario qui doit durer environ 30-40 minutes. Au début, c'est un moyen métrage. En le réécrivant avec Tarantino, ça passe à 80. Ils essayent de le vendre. Enfin, ils vivent un peu de ça, quoi. Ils sont entre le ciné-club, la réécriture de scénar. On le sait maintenant. Il a écrit Tueur Né, il a écrit My Best Friend's Birthday et True Romance. Merci. Sur True Romance, qui n'ont pas été réalisés par lui, du coup, mais par Oliver Stone, par Tony Scott. Enfin. Voilà, il a eu quand même un métier de scénariste avant. Il écrit quasiment tous ses projets, même si certains sont basés sur des histoires, il écrit tous ses projets. Même quand il peut participer à des séries, on en parlera peut-être un moment très vite, mais il a participé à des épisodes des Experts ou de Urgence, dont il a écrit les épisodes lui-même. Donc voilà, il a jamais fait d'école de cinéma, mais il a très vite vu qu'avec Avary en tout cas, s'il a réussi à capter comment on écrivait une histoire, et je pense que ça lui vient s'user de... Il a fait du théâtre aussi. Il a fait du théâtre, il a fait de l'acting, de toute façon il est acteur dans beaucoup de ses films au début, même de ses copains, et ce qui est plutôt marrant, c'est que, tu l'as dit, dans le ciné-club, il a découvert des nouveaux cinémas, parce que de par son beau-père, il a découvert surtout le cinéma américain, les séries américaines. Je sais pas si on l'a dit, son nom, ça lui vient entre autres d'un héros de roman et d'un héros de série télé, c'est le héros de Gunsmoke, Quent. Le rôle joué par Burt Lancaster en fait. Donc, et au cinéma, dans le vidéoclub, il découvre des trucs comme la Nouvelle Vague française, ce qui lui donnait le goût des dialogues qui ne servent à rien mais qui sont juste jouissifs, comme j'appelle ça. Mais effectivement, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il n'a pas fait l'école du cinéma, contrairement peut-être à la génération d'avant. C'est-à-dire que le nouvel Hollywood, ils avaient quand même tous fait des écoles, les Coppola, tout ça, avaient fait quand même des écoles de réalisation. Lui, il apprend effectivement le cinéma. C'est ce qu'on raconte dans ce vidéoclub. Donc pendant 5 ans, il travaille pendant 5 ans et il passe des heures et des heures tous les jours quasiment à conseiller des gens. Et donc, en fait, il apprend vraiment le cinéma en parlant, en discutant constamment. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un de ses premiers projets, en fait, c'est avec un de ses amis qui s'appelle Craig Amman, je crois, qui est beaucoup moins connu que Roger Avary, mais qui travaille au vidéoclub lui aussi, et qui ensuite a fait des films également. Et apparemment, pendant des années, ils ont essayé de faire un film qui s'appelle My Best Friend's Birthday. Ouais, et il y a d'ailleurs 30 minutes du film. Il a moitié cramé, je crois, le film. Mais c'est ça. ce qui est marrant, c'est qu'on peut le voir sur YouTube. Enfin, 30 minutes. Et c'est vraiment un film sur lequel ils ont énormément galéré. Il a vu que c'était compliqué de réaliser un film avec les très faibles moyens qu'il avait à ce moment-là. Et c'est là, effectivement, que je pense qu'il part vraiment vers l'écriture et il est devenu très très fort assez vite dans le fait de réécrire en fait des scripts qu'on lui donnait. Et donc, effectivement, pour moi, Tarantino, c'est d'abord
quelqu'un qui apprend le cinéma en discutant et qui a très rapidement un talent d'écriture, et on va retrouver ça après on va en parler je pense de Reservoir Dogs, mais dès la première scène de Reservoir Dogs voilà, il parle du cinéma, et en fait c'est ça qui dès le début va distinguer ce film noir des autres, c'est qu'ils sont là, des gangsters qui parlent du cinéma, qui parlent de Madonna. Qui parlent de la grande évasion, voilà, donc dès le début de la carrière de Tarantino on a cette discussion autour du cinéma, et voilà, c'est cet art des dialogues dont tu parlais. Est-ce qu'on peut dire que le dialogue, c'est son premier marqueur stylistique, s'il faut définir ce que c'est qu'un film tarantinesque? Perrine? Non, pardon, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez aussi sur le fait que, ce qui est intéressant chez Tarantino, beaucoup de choses, mais notamment le fait que avant d'être un réalisateur, avant d'être même un scénariste, c'est ce que vous dites, c'est que c'est un cinéphile. C'est quelqu'un qui, avant toute chose, c'est ce qu'il est, et il continue à l'être. C'est-à-dire que non seulement il s'est formé par la cinéphilie totalement, et aussi c'est une cinéphilie qui n'est pas, qui ne fait pas de hiérarchie. C'est très intéressant chez lui en fait. C'est-à-dire que pour lui, un film de Godard, comme je sais pas moi, Bande à part. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il appelle ça sa société Bande à part. Mais un film comme Bande à part et un petit film de kung-fu de seconde zone, voilà, c'est la même chose en fait. Il n'a pas de critères de hiérarchie, et c'est ce qui va après traverser son cinéma aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'il a une vision plutôt, en tout cas que moi je partage du cinéma, en l'occurrence, où je pense pas qu'une cinéphilie vale mieux qu'une autre, qu'un type de cinéma vaut mieux qu'un autre. Et lui, en fait, c'est ce qu'il va découvrir en bouffant du film comme ça, et bouffer du film, il continue à le faire, hein. Il va continuer à se faire des trucs dans sa propre salle de cinéma à lui, dans sa maison, mais il continue à aller aussi au cinéma, à se faire des back-to-back, et en fait il va transmettre cette idée que voilà, et faire découvrir aux gens d'autres cinéphilies par son propre cinéma, et ça va montrer que tout se vaut en fait d'une certaine façon, il n'y a pas mieux. Et pas donc sur les dialogues, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Du coup, on peut aussi rebondir là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui disent voilà, Tarantino, vrai faux cinéphile, peut-être plus cinéphage, comme tu disais, il bouffe du film. Est-ce que c'est une cinéphilie qui se vaut? Bah oui, quand même. Oui, parce qu'en soi, moi je pose la question. Hein. Ah oui, non mais c'est une question qui est ouverte pour pas mal de monde. Beaucoup de gens posent la question, est-ce qu'il est cinéphile ou cinéphage? Je pense qu'il est les deux en fait. Il aime les films, il aime en mater. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Et c'est pour ça, à mon avis, que Tarantino, ses goûts sont aussi éclectiques. C'est que effectivement, il ne fait pas de distinction. Là, je vois sur le chat entre film d'auteur et film de genre. Et en plus de ça, pour lui, toute référence est bonne à prendre. Il va vraiment piocher partout. Tant que pour lui, ça aura une pertinence dans ce qu'il aura à raconter, à dialoguer ou quoi que ce soit, il prendra. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est du coup un cinéaste qui peut parler à tout le monde, parce qu'il peut autant parler de Madonna que faire des références à Western Spaghetti dans Django. C'est ça qui aussi le rend aussi large, et je trouve que ça se perd limite un petit peu, ce genre de cinéaste cinéphage, cinéphile, je sais pas comment on peut le qualifier. Du coup, j'ai l'impression que ça se perd un petit peu d'ailleurs. Le côté un peu syncrétique, en gros, avec beaucoup de une espèce de melting pot de plein d'influences. C'est ça. Pour revenir à son style, du coup, quoi est-ce qu'on reconnaît un film tarantinesque? Vu qu'on mentionnait les dialogues. On va peut-être le parler en commençant à en parler avec son premier film. Parce que son premier film, ses deux premiers films posent plus ou moins toute sa cinéphilie et tout un peu la matrice, son style. C'est la matrice. Donc Reservoir Dogs et Pulp Fiction, mais Reservoir Dogs, déjà on peut le dire, il aime les sujets underground. En général, les personnages de ces films sont des tueurs, des gangsters, des malfrats, des cow-boys, et pas des gentils cow-boys. C'est souvent des anti-héros. Il y a beaucoup de femmes, étonnamment aussi. Alors peut-être pas toujours dans les premiers, mais il y a quand même la mariée dans Kill Bill, on verra plus tard, où il y a des personnages qui quand même non, mais il a un discours par rapport à ça, en fait, sur la place de la femme. Il a un discours, et justement ces films en vrai, de Reservoir Dogs jusqu'à Boulevard de la Mort, c'est justement un discours sur la prise de pouvoir des femmes en fait, et de comment les femmes arrivent dans sa cinéphilie, mais surtout arrivent à supplanter l'image du mâle blanc habituel, dominateur. Ça va être tout son discours sur une première partie de sa carrière. Mais c'est vrai que pour rester sur les premiers films, en effet, il y a ces personnages, comme tu disais, à la fois sombres mais amusants. Il y a toujours une part d'humour dans son cinéma. Il y a une part de. Il y a une érudition en fait. Ces personnages sont vraiment toujours très racés en fait. Dans La Passion dans le secret, c'est jamais des gros abrutis. On le voit, les gars. Non mais dans le sens que. Ça se discute quand même. Non mais dans le sens que. Sur Reservoir Dogs, son premier film Reservoir Dogs, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a le personnage de Michael Madsen qui. Oui. Mais il y a forcément. C'est un peu la grosse brute
qui est peut-être moins speed que les autres, mais justement on parlait des femmes et des hommes tout à l'heure, ce qui est très intéressant, c'est que le premier film Reservoir Dogs, c'est vraiment un film où il y a que des hommes, mais là pour le coup je crois que quelqu'un avait compté qu'il y avait 2 dialogues de femmes dans tout le film, voire je sais même pas si on a d'ailleurs, et après effectivement ça change dès Pulp Fiction. Il parle des femmes, c'est assez marrant, parce qu'il parle de Madonna. La seule femme en fait parle qui est dans le film, c'est Madonna, Madonna, parce qu'ils en parlent. Effectivement. Et après, Pulp Fiction devient effectivement un film où là, il y a des personnages de femmes déjà beaucoup plus intéressants. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il intellectualise pas forcément. C'est que quand on lui a dit que Reservoir Dogs c'était un film macho, il a dit mais pas du tout. Moi, j'ai choisi un film de gangster. Donc dans ce genre-là, donc voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement lui, au départ en tout cas, il politisait pas ses films. Il n'essayait pas de leur donner un discours. Par contre, on en parlera après. Petit à petit, le cinéma s'est politisé, a évolué. Mais au début, effectivement, il est dans le pur plaisir. Et Reservoir Dogs, en effet, c'est un film de gangster qui est à la fois très référencé, que ça ressemble à l'Ultime Razia de Kubrick, notamment sur la déconstruction temporelle, sur l'histoire d'un cas raconté avec des flashbacks. Il y a plein de références, mais c'est déjà un film qui ne ressemble un peu qu'à lui-même, parce que c'est ce qu'on disait. Il y a dans son style, dans les dialogues, même dans la mise en scène, il y a déjà des choses très très particulière. Enfin, moi j'aime beaucoup le fait que en fait dans Reservoir Dogs ils jouent tous un rôle, ils ont tous un faux nom, et il y a le personnage de Tim Rose qui répète, qui est déjà qui est déjà un acteur qui pour s'infiltrer doit répéter un texte, donc voilà, il y a cet art du faux dès le début, raconter des histoires en fait, et ce trouble un peu entre la fiction et la réalité, il est là dès Reservoir Dogs, quoi. Donc on peut dire que Reservoir Dogs, Cédric, c'est la matrice de son cinéma, où on trouve tous les ingrédients. Ouais. Moi je voulais juste résumer très vite pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Reservoir Dogs, parce qu'on commence à en parler. C'est vrai qu'on pouvait juste faire un tout petit résumé. Tu as dit que c'est un braquage, c'est 6 ou 7 gangsters qui prévoient un braquage. Donc la scène d'intro, on voit une petite discussion juste avant le braquage, et le film se passe 30 ou 40 minutes après, et ça a mal tourné, on sait pas trop pourquoi, et le film est un huis clos dans un entrepôt où ils devaient avoir rendez-vous. Ils se connaissent pas, ils ont tous des noms de code, c'est Monsieur Orange, Monsieur Pink, Monsieur Black et ainsi de suite, et l'un des codes, enfin l'un des petits gimmicks de la cinéphilie de Tarantino, c'est les retours en arrière, c'est la déconstruction temporelle. Ça se joue sur ça, c'est que tout le film va jouer sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va redécouvrir des moments, des fois 20 minutes avant, une semaine avant, et on va découvrir petit à petit de façon déconstruite l'histoire, et donc comment on en est arrivé à ce braquage qui a foiré, et pour quelle raison, parce que il y a des infiltrés, il y a des corrompus et ainsi de suite. Et donc ça me semble aussi logique qu'il n'y ait pas de femmes, dans le sens que si c'est un huis clos entre mecs qui a mal tourné et qui sont tous dans le même hangar, va pas y avoir de femmes qui va rappliquer, quoi. Du coup, la narration donc chronologique, c'est un enjeu de rythme, ou est-ce que ça nous invite à justement penser des thématiques de manière transversale? Je pense par exemple à Pulp Fiction, où les unités thématiques se construisent dans un récit qui n'est pas chronologique du tout. Moi je trouve que Pulp Fiction c'est le mieux rythmé de Tarantino, alors qu'il est complètement déconstruit, c'est un vrai puzzle. On ne sait pas si on va faire un bond dans le temps, un bond dans le futur ou dans le passé. Et ça qui est intéressant, c'est que chaque segment, c'est comment est-ce que Tarantino va retomber sur ses pattes avec de nouveaux personnages dont il faut introduire les enjeux, alors qu'ils arrivent parfois au bout de 2 heures de film, ce qui est quand même une grosse gageure, surtout quand c'est un tel casting en plus. Et c'est pour ça, pour moi, Pulp Fiction c'est un peu son aboutissement en matière de déconstruction temporelle. Je pense qu'il pourra pas faire mieux. Chloé ? Pulp Fiction était vraiment écrit comme ça aussi. Oui. Je sais pas comment est-ce qu'il a écrit Reservoir Dogs. Peut-être qu'il s'est dit que pour une question de rythme ou même d'essayer quelque chose de nouveau, ça pouvait bien fonctionner. Mais quand il a repris Pulp Fiction, c'était un scénario qu'il avait déjà pensé avec un de ses amis du ciné-club. Il a décidé de le réécrire, et l'enjeu c'était de mettre en scène 3 histoires qui font que les mêmes personnages se rencontrent dans 3 temporalités différentes. C'était vraiment l'enjeu du film dès le départ. Alors du coup, vu que c'est une intrigue où on se perd facilement, je vais jouer. Voilà, qui a envie de la pitcher, qui s'y risque? Moi je peux, il n'y a pas de souci, mais je peux laisser la place à quelqu'un d'autre s'il y a une. Non, vas-y. Vas-y Cédric. Cédric, vas-y. Alors globalement, comme tu as dit, c'est 3 histoires. Pulp Fiction, c'est surtout déjà une référence aux pulp comics que Tarantino lisait enfant, qui étaient souvent composés de plusieurs petites histoires, de trucs underground. Ça pouvait être des histoires d'horreur, des anthologies, des petites anthologies, ou des fois effectivement il y avait des petits crossovers. Donc je pense que, comme disait Chloé, le lien est assez facilement jouable là. Et donc on va suivre 3 histoires. Principalement, on suit le même groupe de gangsters qui sont tous à la solde d'un
parrain local qui s'appelle Marcellus Wallace. Donc on suit Julius et j'ai oublié le nom de Vincent Vega, qui sont 2 gangsters dont Julius veut arrêter, mais un événement va peut-être faire en sorte que non. Donc ça c'est une des histoires. Une autre des histoires, ça va être l'histoire donc de Vincent Vega qui doit s'occuper un soir de la femme de Marcellus Wallace, Mia, qui est jouée par Uma Thurman. La 3e histoire, c'est Bruce Willis. Il est partout. Will Smith, c'est Jimmy Neeman. Will Smith dans Tarantino. Il se joue pour lui-même 25 ans plus tard. Non, non, c'est Bruce Willis qui est un boxeur un peu petite frappe pour ce Wallace et qui veut arrêter. Et donc il décide de la lui faire à l'envers et de se barrer en emmenant la caisse. Ça tourne mal, explication. Et sa copine. Et sa copine à lui. Sa copine à lui. Oui, il vole pas la copine de Marcellus Wallace. Ah non, on vole pas la copine de Marcellus Wallace. Voilà. Et le film finit la boucle. On revient sur une histoire de Vincent et de Julius sur le fait que Julius va arrêter et il va y avoir un problème de, je cite, négro explosé dans la bagnole, et on va devoir comment régler ce problème avec un certain Monsieur Wolf. Et la boucle se boucle dans le restaurant, du coup à la fin. Où l'action commence. Donc Pulp Fiction, pareil, thématique, je pense qu'on peut rentrer dans la thématique avant la pause musicale. Pulp Fiction, finalement, est-ce que c'est pas la profession de foi de Tarantino, au sens où il y a cette violence omniprésente, des personnages qui essayent de se dépatouiller, d'en sortir chacun à leur manière, et il y a les gagnants et les perdants. Oui, c'est ceux qui veulent arrêter la violence qui s'en sortent, et c'est ceux qui se complaisent dans la violence qui ne s'en sortent pas. Si on peut résumer la chose grossièrement, c'est un peu ça. Mais cinématographiquement, comment ça trouve son expression, ça, en termes de symboles à l'écran, avec beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Beaucoup de gens se plaignent que les films de Tarantino, c'est très sanglant et tout ça. On va revenir dessus après la pause. Tarantino, je pense que tout le monde se souvient de sa réaction en voyant le shot sur la tête qui explose avec tout le sang qui gicle sur la vitre. Pour moi, c'est un des plans symboliques de Tarantino. C'est une explosion de violence d'un seul coup, auquel on ne s'attend pas, parce que souvent la violence chez Tarantino, elle apparaît de manière très brusque, sans forcément qu'on s'y attende. Et justement, c'est une discussion comme on pourrait tout à fait l'envisager chez Tarantino, un dialogue sympathique, et d'un seul coup, bim, le coup qui part sans qu'on s'y attende. Pour moi, c'est vraiment un des piliers de Tarantino, cette violence qui intervient là où on ne l'attendait pas forcément. Et là, on pourrait s'attendre à de la violence, finalement, elle n'arrive pas. Damien ? Mais ouais, c'est ça que je trouve très beau dans Pulp Fiction, qui est effectivement un très grand film, qui avait vu la Palme d'Or à Cannes, rappelons-le. Tarantino était jeune. Là, ça a vraiment 31 ans, je crois. Ouais, pour le coup, ça a vraiment lancé sa carrière médiatique. 7 nominations aux Oscars aussi, ce film. Et gros succès aussi en France et ailleurs. Et non, et Pulp Fiction, c'est un très très beau film. Et par rapport à cette question de la violence, on a assez rapidement estampillé les films de Tarantino comme cool et violents, que ce serait une violence dans laquelle il se complie un peu. Mais ce qui est assez fort en Pulp Fiction, c'est que c'est souvent une violence qui vient par hasard, c'est souvent le hasard qui arrive. Et le film est un très bel équilibre entre le hasard et ce qui est hyper construit, parce que le film est construit brillamment. Comme tu disais, cette déconstruction narrative, elle amène un plaisir, elle amène un suspense, on est constamment en train d'avoir les méninges un peu qui travaillent. Et il y a aussi quelque chose de thématique là-dedans, c'est que ce qui est très beau, parce que moi j'aime beaucoup la relation entre Uma Thurman et John Travolta dans ce film. C'est un peu une histoire d'amour interdite. C'est-à-dire qu'il y a quand même un très long moment où ils sortent dans un diner où il y a, là c'est l'amour du cinéma encore, il y a Marilyn Monroe, il y a des serveuses habillées en Marilyn Monroe, il y a James Dean, et ils sont en espèce de suspension temporelle. On sent qu'un amour est peut-être possible entre eux autour du cinéma même, et en fait ça leur sera interdit pour plusieurs raisons. Donc c'est un très beau film dans lequel il y a même une part de romantisme. Et ce qui est beau dans cette idée de déconstruction temporelle, c'est qu'en fait vous avez un personnage qui meurt, il meurt, et 5 minutes après il réapparaît. Et ça avait presque un côté magique. C'est pas justement. Ça, c'était génial. Ouais, ça, c'est pas un truc juste de petit malin de dire je vais raconter mon histoire dans le désordre pour en mettre plein la vue aux gens. C'est vraiment que ça crée quelque chose d'un peu magique, d'un peu hypnotique. C'est que quelqu'un qui meurt, il peut être ressuscité par le cinéma. Et c'est quelque chose que Tarantino va refaire plusieurs fois après. Mais ressusciter les morts par la magie de son montage, de son cinéma, c'est quelque chose qui est là dès ses premiers films, quoi. Perrine. C'est le pouvoir de la fiction chez Tarantino. Ce qui compte pour lui, c'est la fiction permet tout. Et aussi, donc, cette violence dont on parlera après un peu plus, mais la violence aussi chez lui, c'est-à-dire qu'il peut le faire. La fiction permet ça, de voir la violence différemment, contrairement à la vraie vie. Mais je pensais à la déconstruction des films, comme on va retrouver dans plusieurs de ces films, Kill Bill, et même dans le récent Once Upon a Time, où on va jouer un peu sur des temporalités de temps en temps.
c'est parce que aussi Tarantino, c'est un artiste, c'est un réalisateur du collage. Il aime coller les choses, il aime mélanger et recoller les choses différemment. Comme son cinéma est un collage aussi de, là on pourrait dire de l'emprunt, de l'hommage, du vol. Lui-même dit que c'est du vol. Voilà, on abordera ce point très précis. Mais c'est ce qui aussi fait sa patte en fait, c'est-à-dire cette idée du collage, que ça soit dans la narration ou visuellement, en permanence. C'est vraiment, on a un truc presque, qui vient de l'histoire de l'art en fait, de ce type de travail du collage chez lui, qui est pour moi l'un des trucs les plus représentatifs de son style. Et un petit mot à ajouter sur Pulp Fiction avant la pause? C'est chouette. C'est chouette, Bah, c'est bien. La chanson, forcément, c'est un grand moment, la chanson où il danse. Et toute la BO est géniale. Et c'est un des premiers films, c'est le film qui a relancé un peu la mode des bandes originales de films. C'est vrai que le disque s'est énormément vendu. Et après, tous les studios se sont mis à faire de la pub autour des musiques de films, parce que la musique de Pulp Fiction est super. Je propose d'ailleurs qu'on l'écoute, n'est-ce pas? Alors sur mon conducteur j'ai marqué « Mais si, tu sais, la musique de Pulp Fiction !» Je propose qu'on l'écoute tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de BD Pixel après une pause musicale qui a plu au chat visiblement. On nous réclame Crankzat de Soulja Boy pour la prochaine. C'est noté, j'y veillerai. Et Karel n'a aucun respect pour les oreilles d'autrui. Jamais, jamais. Paul M37 qui nous dit que ah bah non, c'est la musique de Taxi 4, on m'aurait menti. Musique justement, on parle de musique, on n'a pas forcément eu l'occasion de parler de la musique chez Tarantino dans la première partie du débat. Je propose qu'on le fasse maintenant. La musique chez Tarantino, comment est-ce qu'il s'en sert? C'est un peu particulier, non, Cédric? Avec ses oreilles. Avec son cœur aussi peut-être? Ouais, peut-être un peu. Non, déjà on peut dire que c'est un peu évident, c'est un peu résumé, mais il a presque jamais de compositeur. C'est un réalisateur qui pioche, un peu comme il pioche des morceaux de films pour les réutiliser, comme disait Perrine, le côté patchwork, le côté patchwork collage. Il se dit, wow, cette musique elle est géniale. Il prend des musiques de son enfance, de son adolescence, et il les utilise à des moments des fois où on s'y attend pas. Donc clairement, quand il fait des westerns, lui il met du rap. Alors, c'est arrivé déjà avant. Là, je donne un exemple un peu simple, mais voilà, vraiment, il se fait des trucs. Des fois, il n'hésite pas dans Kill Bill à utiliser autant des chansons de fin de films japonais pour marquer un ascendant émotionnel à un moment du récit, que à d'autres moments, il repart sur du rap chinois et ainsi de suite. Et voilà, il fait des trucs assez audacieux musicalement. Est-ce que du coup ça rejoint ce qui se joue à l'image, comme tu disais, Perrine? C'est parce qu'il continue à jouer sur cette... Alors, c'est toujours cette idée d'absence de hiérarchie chez lui, c'est-à-dire qu'il va pas forcément utiliser une chanson parce qu'elle devrait aller bien à cet endroit-là. Il la met parce que pour lui, elle va créer soit un décalage, soit une émotion particulière. Il va utiliser toujours cette musique dans le but en tout cas, c'est pas gratuit non plus. C'est-à-dire que c'est gratuit dans le sens où ça va avec sa cinéphilie, ça va avec son goût, ça va avec ses goûts personnels. Ça, c'est gratuitement de sa part. Mais par contre, il est pas gratuit sur son utilisation. C'est-à-dire qu'il veut provoquer quelque chose quand il utilise cette musique-là. Que ce soit un souvenir, que ce soit d'un seul coup, je sais pas, un sourire alors qu'on devrait pleurer, nous galvaniser quand d'un seul coup, ça va être une séquence. Je voyais derrière les images de Kill Bill quand elle se bat contre les 88 fous. Voilà, d'un seul coup, on est galvanisé par cette musique. Et tout le monde se souvient de ces musiques-là. Donc en fait, c'est ça qui est très fort, c'est que non seulement c'est la musique qu'on va réécouter quand on invite des copains à la maison, tu mets la BO et c'est très bien, tout le monde passe une bonne soirée derrière. Donc c'est la musique qui peut t'accompagner, mais c'est aussi une musique que tu peux prendre. Moi j'ai découvert des choses grâce à Tarantino, j'ai découvert des films grâce à la musique des films de Tarantino, et en même temps, moi j'ai un vrai plaisir tout simplement alors j'allais dire cinéphile, c'est pas le mot justement, musicophile. Oui, musicophile. En tout cas, d'écouter ces BO là, et pour chez moi toute seule. Enfin voilà, c'est une musique qui est faite pour toutes les situations. Appelez Tarantino si vous savez, pour passer une bonne soirée. Il est un bon DJ. Chloé puis Océane. Oui, non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est parfois l'absence de musique. À des moments où on pourrait s'attendre à avoir de la musique, justement, il joue totalement avec ça, avec des musiques décalées pour créer des situations, comme tu le disais, qui ne vont pas du tout, mais au final qui vont très très bien. Et il y a des scènes où il y a du suspense, on s'attend à ce qu'il y ait cette petite musique de fond qui fasse monter la pression. Et en fait, il n'y a rien. Et puis tac, après, il va y avoir quelque chose de totalement différent. Donc autant les silences que la musique sont importantes selon moi dans Tarantino. C'est vraiment tout calculé. Je trouve que les silences chez Tarantino, ça fait partie de la musique. En fait, bizarrement, je trouve qu'ils sont orchestrés de la même manière que la musique. Et je trouve que ce qu'il arrive à faire, notamment sur ses films historiques, c'est de rendre les morceaux qu'il utilise intemporels. J'ai le souvenir, moi, ça a été vraiment un gros moment pour moi d'entendre Cat People de David Bowie dans Inglourious Basterds, quand Mélanie Laurent se prépare à aller brûler Hitler. Et je trouve que c'est un des plus
un des meilleurs moments de sa filmographie, c'est qu'il y a un total décalage entre le titre, en plus c'est Cat People, donc ça va pas forcément avec ce qui se passe à l'écran, et pourtant je trouve qu'il arrive en plus à nous plonger dans la psychologie du personnage. On se dit qu'à ce moment-là, Mélanie Laurent, elle pense comme Cat People finalement, et je trouve que c'est une des meilleures portes d'entrée de Tarantino pour la psychologie de ses personnages. On y reviendra après, mais pour Once Upon a Time in Hollywood, je trouve que la bande-son du film accompagne très bien les virées en voiture de Brad Pitt et correspond très bien aussi à son état émotionnel. Donc c'est à la fois une playlist pour le plaisir d'entendre d'excellents morceaux, mais aussi qu'il y a une plus-value. On sent que peut-être qu'au fond, ces morceaux aussi ont compté pour ces personnages. Quand Brad Pitt écoute la musique dans sa voiture, on sait que peut-être que ces morceaux, pour lui, dans sa vie, ils ont été importants, et c'est ça que j'aime particulièrement chez lui. C'est un peu comme ce qu'on pourrait comparer dans la house ou dans le hip-hop au sample, en fait. C'est-à-dire ce côté, justement, on va mélanger ce que fait Daft Punk sur Discovery, par exemple. On va mélanger des samples pour que les gens puissent découvrir à travers les morceaux de house. Chaque morceau est une sorte de capsule temporelle. Justement, on parlait tout à l'heure de la scène où Matt Thorman et John Travolta dansent sur You Can Never Tell. C'est leur moment, c'est ce moment qui va emprisonner ces souvenirs-là, et aucun autre morceau n'aura pour eux cet impact-là, justement. Damien. Mais effectivement, comme on dit, il est considéré un peu comme un cinéaste DJ, Tarantino, notamment à ce moment très connu. Au début Pulp Fiction, il fait un scratch, quoi, comme les DJ, c'est-à-dire qu'il y a la musique qu'on a entendue, Miss Sirlou, et en plein milieu de générique, paf, ça change de musique, et c'est en fait ce que sont en train d'écouter à la radio Samuel L. Jackson et Travolta. Et effectivement, par rapport au fait que la musique a un côté émotionnel et dit quelque chose des personnages, on pourrait citer Jackie Brown, donc le troisième film de Tarantino qu'il a fait juste après Pulp Fiction, où là c'est vraiment une femme qui est l'héroïne de ce film. Et là, ce qui fait de la musique, c'est assez intéressant, c'est qu'il commence par le titre de Bobby Womack, que je vous encourage à écouter, qui est Across 110th Street. Exactement, qui est une très belle chanson. Un autre film d'ailleurs. Oui, et alors il commence par l'héroïne Jackie Brown à l'aéroport sur cette musique, et en fait il termine aussi le film sur cette même musique, c'est la même chanson, et cette fois c'est elle qui l'écoute à la radio et elle se met à la chanter même. Et alors sans spoiler trop Jackie Brown, la fin est quelque chose d'assez déchirant, d'assez beau, c'est à la fois une libération, un renoncement, et c'est un peu là encore l'histoire de l'amour impossible comme dans Pulp Fiction, et vraiment là il en fait quelque chose de cette musique, c'est-à-dire que non seulement il a fait redécouvrir à des gens qui la connaissaient pas, mais ce titre là vraiment il ouvre et il ferme Jackie Brown, et avec à la fin il est devenu tellement important ce titre qu'à la fin l'héroïne le chante au volant de sa voiture, et voilà, en fait a priori c'est qu'ils sont en train de passer à la radio, comme dans pas mal d'autres scènes de Tarantino où la musique vient de la radio, mais pas que. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, même dans ce film, il y a une scène avec Robert De Niro qui essaye de quitter très vite un lieu, et sa voiture cale et la musique ralentit, et il part, et ensuite en même temps on voit c'est Jackie ou un autre personnage, je sais plus lequel des deux, qui part justement du même endroit, mais cette fois-ci de manière totalement nette et sans problème, et la musique c'est la même, sauf qu'il n'y a pas cette saccade justement, et il y a un côté un peu Mickey Mousing, voilà. Il utilise la musique pour accompagner l'action, voire pour mieux la trahir aussi, et créer du décalage, peut-être une ironie aussi, Cédric. Pardon Damien, tu voulais ajouter quelque chose? C'est ce que tu disais en fait, c'est qu'il s'amuse vraiment avec la musique, et juste on parlait des silences tout à l'heure, et ce qui est amusant c'est que dans Pulp Fiction il y a un dialogue où ils parlent des silences gênés entre Travolta et Matt Thurman, et disent, il y a un silence d'1 minute quasiment, et ils disent j'aime bien les moments de silence gênant et gêné, voilà, donc ils théorisent tout ça, et effectivement ils s'amusent beaucoup avec la musique, et c'est très varié ce qu'il fait avec la musique. Et ça accompagne également ces dialogues, et du coup là on boucle la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Perrine? Non, ce que tu disais ironique, et en fait je pense jamais chez Tarantino. Il n'y a pas d'ironie? Non, moi je suis d'accord. Il n'y a pas d'ironie chez Tarantino ironie, en fait. Parce que l'ironie ça me montrerait chez lui une sorte de pédance. Ouais, de pédance, de préméditation, à se croire plus malin que son spectateur. Et il n'est jamais plus malin que son spectateur, puisqu'en fait comme lui-même est un spectateur avant d'être un réalisateur. Donc il n'est pas là pour se moquer des gens, il n'est pas là pour les prendre de travers ou de se moquer du cinéma, puisque c'est sûrement le cinéaste le plus... en tout cas, si c'était pas le plus, mais c'est l'un des plus généreux en fait. C'est quelqu'un qui est juste là. Il fait presque le métier d'un critique d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'à la fois il est un passeur, il transmet, il veut juste dire voilà, moi j'ai vu des films super, et ben je vais vous faire un film super qui va encapsuler ces films-là, et je vais vous raconter une histoire qu'on a déjà vue, mais je vais vous la raconter un petit peu autrement. C'est une générosité absolue. Donc l'ironie, je pense que c'est jamais en fait un mot qui correspondrait à Quentin Tarantino. Cédric? Mais je vais aller dans son sens, parce que Jackie Brown on en parle, bah oui forcément, parce que Jackie Brown on en parle, mais rien que ça c'est intéressant en termes de passeur, parce que Jackie Brown ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire
d'une hôtesse de l'air qui s'appelait Jacqueline Brown, ou Jackie Brown, qui est jouée par Pam Grier, une grande actrice de la Blaxploitation, qui était déjà un sous-genre du cinéma américain des années 70. Elle était dans l'anonymat le plus complet, il la ressort de l'anonymat, donc rien que ça, on parlait de la musique où il vient choisir ses samples, il vient choisir ses acteurs, même si c'est des has-been, il s'en fout parce qu'ils ont eu une importance pour lui à un moment T, il veut les réutiliser pour ça. Et globalement, Jackie Brown, c'est un film de blaxploitation moderne, donc ça utilise des codes, parce que globalement, Jackie Brown, c'est une passeuse, elle passe de la drogue pour de l'argent et ainsi de suite. Elle s'est fait gauler par les stupes et on lui propose un deal de, en gros, donner son patron pour la liberté. Et elle décide qu'en fait elle comprend très bien que si elle donne son patron elle est morte, donc elle va être plus maligne que tout le monde, là où tout le monde la pense plus bête que les autres, elle va essayer de duper tout le monde, les flics, les trafiquants et ainsi de suite. Et ce genre de film de blaxploitation, on l'avait à l'époque, mais ça aurait été beaucoup plus sexy. Il y a une référence à ça en disant qu'il y a quelques années, à part l'afro, elle devait avoir la même tête. Elle dit j'ai peut-être un peu plus de fesses et tout ça. C'est une référence au type de personnage qu'elle incarnait avant, où des fois elle était policière, des fois elle était passeuse. Elle faisait les whips aussi. Elle faisait les whips. Les Women in Prison. Tout à fait. Ouais, bien sûr, c'est génial ça. Quelle femme incroyable. Non, Pam Grier, elle est super. Et ça marche comme ça chez Tarantino. Tout est simple pour ramener quelque chose qui est pour moi assez pur, il n'y a pas d'ironie, vraiment je considère ça aussi. Mais tu mentionnes Jackie Brown, justement, on l'a pas mal accusé de récupération. Je pense à Spike Lee qui a accusé Tarantino de faire ce film alors qu'il n'est pas issu de ce milieu-là, et c'est un peu triste. Voilà, non mais ça pose la question de, il y a pas mal de gens qui voient chez Tarantino justement peut-être quelqu'un qui fait de la récupération ou qui va piller dans divers catalogues justement pour faire son beurre. Ouais. Est-ce que c'est un faux procès? Ouais, à moitié dans le sens que oui, il fait de la récupération, on peut pas le nier ça. Il plagie lui-même, il reprend des scènes, il les copie. Mais soyons honnêtes, Pam Grier, personne ne saurait qui c'est sans lui. De nos jours, personne ne saurait qui c'est. Quand il reprend, j'ai oublié son nom, Carradine dans Kill Bill, tout le monde avait oublié qui était Carradine. C'est lui qui le fait ressortir. Quand il prend Travolta, il commence à devenir un has-been. Il le fait revenir pendant un moment. Enfin, ce mec-là, comme elle a dit, ils l'ont dit, nos deux invités l'ont dit, c'est un passeur. Il aide à ramener une certaine cinéphilie que les gens auraient oublié. La blaxploitation, les films de kung-fu de la Shaw Brothers. On dit des gens, ils en ont rien à foutre. C'était fait pour 3 mecs dans une cave et c'est lui qui le rend populaire. Mais non, mais faut être honnête. C'est un cinéma que j'adore, hein, mais c'est fait à la base. C'est un cinéma de has-been qui rend de nouveau populaire et accessible à tout le monde. Et j'ai aussi envie d'ajouter quelque chose sur Jackie Brown là que je recherchais, c'est qu'à la base c'est un livre de Elmore Leonard qui s'appelle Punch Creole. Punch Creole, tout à fait. Rum Punch en anglais. Voilà, donc c'est une des rares adaptations en plus qu'il a fait. Donc il a scénarisé le film, et c'est un des rares films de sa filmo où il adapte un matériel déjà existant. Donc ces critiques me paraissent d'autant plus injustifié que justement si à mon avis il va adapter un livre, c'est pas seulement pour être dans le in et adopter des tendances, mais c'est aussi parce que le matériel de base l'intéresse réellement. Donc c'est autant une manière pour lui de rendre hommage que aussi d'adapter un matériel qui l'intéresse beaucoup. Stock Leonard, c'est quand même un scénariste qui écrit des bouquins assez noirs, hein, c'est du polar, donc je comprends très bien que Tarantino ait voulu l'adapter. Mais c'est le même procès qu'on lui a fait sur Kill Bill par exemple. Sur Kill Bill ou encore Spike Lee qui s'en est pris à lui sur Django. Unchained, mais bon, ça c'est la rhétorique de Spike Lee aussi. C'est d'expliquer qu'à un moment donné, Spike Lee a cette tendance à penser que si on n'est pas noir, on ne peut pas parler des noirs, si on n'est pas une femme, on ne peut pas parler des femmes. Enfin, il a vraiment cette idée de mettre des choses dans des cases à ce niveau-là. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est une autre question. Mais et je trouve que oui, en effet, on fait un faux procès à Tarantino totalement parce que il le ferait. Par exemple, là où par exemple Tarantino peut être un filou, c'est que par exemple Kill Bill, clairement Kill Bill, c'est une relecture de La mariée était en noir de Truffaut. C'est clairement, et lui dit, mais j'ai jamais vu ce film. Et alors, pardon. Et donc tu mens, mon petit Quentin. Il peut être filou, mais en vrai, c'est quelqu'un qui n'a jamais menti sur le fait qu'il l'empruntait, il volait largement, et c'est pas de l'appropriation culturelle ou autre en fait. C'est-à-dire que ce serait de l'appropriation si d'un seul coup
s'il ne le disait pas en fait qu'il le faisait, il ne rendait pas hommage à les gens qu'il cite là ça serait complètement s'approprier un matériel qui n'est pas le sien. Pour moi ça peut pas être du vol à partir du moment où tu dis clairement. Mais il dit clairement les choses. À un moment donné il ne prend pas pour acquis, il dit pas que c'est lui qui l'a créé alors que ça vient d'autre part. Alors tu dis qu'il y avait une démarche, Chloé. Pardon, non, c'est même au niveau des intentions en fait, parce que s'il voulait juste faire du plagiat, il reprendrait tout un scénario, mais c'est jamais ça qu'il fait. Il va reprendre des éléments qui lui l'ont marqué, il va leur rendre hommage d'une certaine façon. Alors certes, on peut se dire cette scène elle m'inspire un petit quelque chose de déjà vu, mais c'est une scène isolée parmi tout un autre cosmos qu'on peut pas reprocher d'avoir repris à quelqu'un. Et puis c'est pas à lui qu'il faut jeter la pierre, parce que quand on regarde le cinéma de nos jours, c'est que des inspirations. En même temps, de vouloir dire qu'on peut créer à partir de table rase, c'est faux. C'est personne ça, en fait, ne fait ça, tout le monde reprend des choses d'ailleurs, donc au bout d'un moment les enfants apprennent à marcher en regardant leurs parents. Évidemment. Wow. Damien. Après peut-être que s'il y a eu à un moment ce débat quand même sur les vols Tarantino, c'est parce qu'en fait c'est vrai que lui il cite des films comme tout le monde en fait, mais lui il le fait avec une telle passion en fait, ça peut pas le cacher. Par exemple Kill Bill dont on était en train de commencer à parler, Kill Bill c'est un film dans lequel les références se voient totalement, même visuellement, sur les couleurs. C'est-à-dire que Uma Thurman elle a la même tenue que Bruce Lee, là il y a des citations visuelles absolues, une scène en animation donc en fait je pense que c'est quelqu'un de tellement passionné et qui fait les choses tellement à fond que quand il décide de s'inspirer de films pour les remettre au goût du jour, ou parce que lui ça l'inspire, il le cache pas, c'est que ça se voit vraiment à l'image. Donc là ça se voit peut-être plus que d'autres cinéastes, donc comme ça se voit même visuellement, graphiquement, qui s'inspire d'autres films mais qui le revendiquent, du coup il y a forcément des gens qui disent mais attendez, il a rien inventé, parce que je pense qu'il fait les choses passionnément, et quand il veut rendre hommage à un film il le fait vraiment, c'est-à-dire que il prend le même visuel, le même. Donc voilà, donc ça nous amène à Kill Bill en tout cas, qui effectivement est peut-être un jalon de la filmographie de Tarantino, parce que il y a quand même eu quasiment 7 ans, je crois, entre Jackie Brown et Kill Bill. Donc ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Il était en train d'écrire aussi Inglourious Basterds déjà à ce moment-là, il a mis beaucoup de temps, et Kill Bill a pris un peu de retard en plus. Donc, et quand Kill Bill arrive, effectivement, là tout d'un coup, il y a des gens qui sont réveillés en disant mais finalement il fait que copier et tout, mais en fait le film est beaucoup plus petit que ça, comme on le disait, quoi. Cédric. Moi c'est mon film préféré de Tarantino, c'est mon film d'enfance, ça a été un gros choc, je pense, comme 15 ans avant ceux qui ont découvert Pulp Fiction, 10 ans avant ceux qui ont vu Pulp Fiction, qui se sont pris dans la tronche, et globalement c'est un film somme pour plein de raisons, mais effectivement c'est le plus honnête dans la démarche, dans le sens que c'est un film qui mélange western spaghetti, wuxia chinois et chambara japonais, et qui le mixe au cocktail, au shaker, dans une histoire qui marche très bien, où c'est globalement un revenge movie sur une ancienne tueuse à gages dont on ne connaît pas le nom, qui est bipée dès le début, qui s'est donc appelée La Mariée, et on va suivre en fait sa quête de vengeance quand son ancien chef et compagnon Bill l'a laissée pour morte pendant 6 ans de mémoire, 5 ou 6 ans, et elle a appris qu'elle était enceinte, elle a perdu le bébé, elle est fou de rage, elle a appris qu'elle avait subi des sévices de la part des infirmiers et des aides-soignants, vraiment donc pas de bol pour elle, mais elle est vivante, c'était la meilleure du groupe, et elle a décidé qu'elle allait tous les tuer comme il fallait. Donc elle a une liste, dont le dernier, Bill, Kill Bill, et voilà, et c'est super parce que ça résume parfaitement, je pense, le cerveau de Tarantino, dans le sens que, comme disait Perrine, il n'y a pas de jalon de qualité d'un film, et donc c'est un univers Kill Bill où des mecs font des sauts de 10 mètres comme dans les wuxiapian chinois, et ils sortent un katana japonais qui a le pouvoir d'être transmis de telle génération, de Hattori Hanzo, le sabreur machin, et il y a un western spaghetti à l'autre bout tout marche, c'est un monde de cinéma, ça serait un Hollywoodland, et je trouve que ça répond bien par ailleurs à ce qu'on peut ressentir dans son dernier, dont on parlera plus tard, Once Upon a Time. Effectivement, alors il y a un marqueur sur Kill Bill quand même, c'est cette affiche jaune avec, alors pas sur celle qui est en plateau, mais avec une éclaboussure de sang, ce qui amène quand même un sujet autour duquel on gravite depuis le début de l'émission. Mais voilà, la violence chez Tarantino, est-ce que c'est juste, est-ce qu'elle a une fonction cathartique, est-ce qu'elle a juste une fonction de jouissance, ou justement, comme tu le dis, on parle d'une histoire de revanche, et donc finalement, ce n'est que justice si elle inflige ça aux gens qui l'ont trahi. Voilà, est-ce que c'est cathartique? Est-ce que c'est critique? Est-ce que c'est je reprends Océane pour le premier coup, degré, qui l'avait annoncé tout à l'heure, et je vais lui redonner la main parce que je pense qu'elle pourra mieux le développer que moi. Je dis juste le truc, c'était le fait que elle a raison. Les gens qui veulent partir du monde de la violence et de la mort sont plus glorieux en fait, et clairement c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de justice divine derrière ce personnage qui clairement a voulu arrêter. On lui a mis un taquet, et donc elle revient pour une dernière danse macabre en fait.
Oui, puis globalement, la vengeance et Tarantino, c'est un de ses thèmes fétiches. J'ai l'impression qu'il travaille la violence pour pas forcément la styliser, mais lui donner un impact. Je ne pense pas qu'il la rende cool. J'ai trouvé que sur Inglourious Basterds, il commençait un petit peu à se complaire dedans, genre c'est trop cool de torturer des nazis et ils s'en donnent à cœur joie, et je le comprends, c'est des nazis, mais quand même mais je trouve que ça atteint un point où ça n'apportait plus grand chose au récit. Donc en ça j'ai trouvé que j'avance un petit peu, mais pour Les 8 salopards j'ai eu l'impression que c'était un peu son film testament sur la violence et sur la manière dont il utilisait la violence dans son œuvre, c'est-à-dire que tous les personnages de ce film sont violents, ils sont racistes, ils sont sexistes, ils n'hésitent pas à donner des baffes au personnage de Jennifer Jason Leigh. D'ailleurs dans ma salle à ce moment-là il y avait eu des rires quand elle se prenait des baffes, ce qui m'avait glacé le sang, parce qu'on sent que justement on sent l'impact de chaque coup qu'elle se prend, on sent l'impact de chaque balle qui se prennent, et c'est à la fois un de ses films les plus sanglants et en même temps qui raconte à quel point l'Amérique peut être sanglante, à quel point elle s'est construite sur la violence, et c'est pour ça que tous ces films au final, même celui qui se déroule en Europe, le seul qui se déroule en Europe, donc Inglourious Basterds, raconte à quel point oui, l'histoire s'est construite sur la violence, sur le sang, et qu'on peut pas passer outre cet aspect de l'histoire, parce que l'histoire c'est pas faite avec des beaux discours, non, il y a eu des morts, il y a eu des tortures, il y a eu des blessés, il y a eu des carnages, des génocides, il y a eu tout ce que vous voulez d'absolument atroce, et je pense que Tarantino, qui d'ailleurs est extrêmement engagé contre la NRA, mine de rien, qui avait soutenu Obama aussi pendant sa campagne, Black Lives Matter aussi, exactement, qui soutient Black Lives Matter et qui déteste la police, c'est assez rigolo de le dire, mais je pense justement que la violence n'a pas vocation de catharsis, mais justement de montrer à quel point elle peut pousser l'être humain à faire le pire pour de bonnes raisons, ou surtout les plus mauvaises. Damien. Non, mais après, ouais, il y a peut-être plusieurs dimensions à la violence selon les films, parce que là on parlait de Kill Bill. Dans Kill Bill, elle est clairement déréalisée, parce que Kill Bill c'est vraiment un film où il rend hommage au film de Kung Fu, etc. Et Kill Bill, c'est un peu au milieu de sa filmographie, c'est un film où la violence est ultra spectaculaire. Il y a à la fin de Kill Bill 1, il y a ce long moment, la bataille avec les Crazy 88, qui est là vraiment ils s'en donnent à cœur joie, c'est-à-dire que c'est des têtes qui volent. Ouais, et là pour le coup c'est violent, mais c'est pas choquant, parce que c'est il s'amuse vraiment. C'est pas réaliste. Oui. Non, parce que là, par contre, effectivement, sur ses premiers films, c'était peut-être plus réaliste. Notamment, moi, je pense enfin, on va pas trop revenir en arrière non plus, mais ses premiers films, c'est une violence qui est pas forcément agréable, qui est pas forcément sympathique. Enfin voilà, le début de Reservoir Dogs, c'est compliqué. Ouais, le premier plan sanglant de Tarantino, c'est dans Reservoir Dogs, Tim Roth qui est en sang à l'arrière d'une voiture qui hurle de douleur. Donc là, on voit quasiment les conséquences morales de la violence. On voit que la violence, ça a des conséquences, ça engendre de la souffrance, de la douleur. Donc dans ses premiers films, c'est une violence qui est quand même assez réaliste, même si les films sont brillamment réalisés. Après, sur Kill Bill, il s'amuse beaucoup plus, c'est-à-dire que vraiment, Kill Bill, c'est un film qui est mis en scène de façon extraordinaire. Je trouve que c'est un de ses films les mieux mis en scène. C'est un spectacle incroyable. Et effectivement, après, une fois qu'il avait atteint un peu l'apogée de la virtuosité dans la violence, dans les moyens déployés dans Kill Bill, après, effectivement, son cinéma change un peu, il commence à traiter des sujets historiques réels. Après Kill Bill, il y a aussi Boulevard de la Mort dont on va, je pense, parler. Mais donc, il y a Kill Bill et Boulevard de la Mort. Pas avoir le temps. Même Django, il tire une balle, les mecs font 3 mètres. Pour moi, la violence chez Tarantino, elle est jamais complètement les réaliste. éclaboussures de sang sur le coton. Ça, c'est un plan qui est beau, mais qu'est-ce que ça raconte pour moi? Mais je suis pas sûre qu'en fait la violence chez Tarantino, elle est politisée en fait. Enfin, pas tant que ça. Elle peut l'être. Par exemple, dans Django, elle l'est à un moment donné quand il y a le personnage il y a un personnage d'esclave qui se fait. On lâche les chiens sur lui. Et c'est abominable, cette séquence-là, elle est vraiment très dure à regarder, alors que le reste du temps, en effet, on tire une balle, le mec il est un bond de 650 mètres de long là. Enfin, elle est déréalisée au possible. Je pense pas que cette violence, c'est un peu comme dans une comédie musicale, il y a des morceaux chantés, et là on est sur une violence qui est, il s'en sert, elle est cathartique, parce que ça fait du bien à des moments, et vaut mieux le regarder au cinéma que de le faire dans la vraie vie, donc ça fait du bien à l'esprit de voir ça, de voir un petit peu autant de violence, et surtout c'est pas une
il sait que la fiction permet ça en fait. La fiction permet de chorégraphier, permet de réinventer, de faire et de pousser les bouchons et les curseurs. Je suis pas sûre qu'il cherche tout le temps à politiser sa violence et on lui fait un faux procès de vouloir lui dire que la violence, qu'il encourage la violence. À aucun moment il l'encourage. Et d'ailleurs c'est tout ce qu'il va raconter dans Once Upon a Time. Il va répondre à ça définitivement. Mais il est pas du tout. Pour lui, la violence c'est un effort esthétique comme un autre. Et comme on peut faire des chorégraphies impossibles dans la vraie vie, et au cinéma on peut se permettre avec les effets spéciaux, la violence dans son cinéma c'est presque un effet spécial, c'est-à-dire qu'en soi on peut faire n'importe quoi puisque de toute façon ça ne va atteindre personne en réalité. Ça ne va atteindre personne et vaut mieux ça encore une fois à l'écran que dans la réalité. Sauf comme dans Django, où justement quand il faut présenter la violence historique, mais il a une notion de la fiction et de la réalité en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné il sait te dire quand est-ce que c'est une violence qui n'est pas fictionnalisée et une violence qui elle est fictionnalisée. C'est pas du tout, il est conscient de ça. Chloé. Non, puis il y a aussi le fait qu'il aime ce qu'il fait, il a envie de rendre hommage à ce qu'il fait et la violence, la censurer, ce serait pas lui rendre hommage non plus parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'être humain, surtout que comme on l'a dit, c'est souvent des méchants qui sont mis à l'écran, donc c'est des méchants qui ont vécu des situations difficiles, la violence fait partie de leur quotidien, c'est normal aussi de lui donner sa place à l'écran, ce serait trop bizarre que ce soit des bisounours qui tiennent des pistolets mais qui les utilisent surtout pas. avec la typologie de films qu'il fait. Je veux dire, il fait des films de gangsters, il fait des films inspirés en samouraï et tout. Enfin, on va me dire, c'est pas des gens qui font que se compter Fleurette, même si se compte beaucoup Fleurette en réalité, parce que si on reprend Kill Bill, le 1 est particulièrement très dans l'action, très dans la violence, énormément. Mais c'est intéressant parce que tout le temps de violence et de combat du 1, c'est le temps de dialogue du 2. En fait, c'est quelqu'un qui t'explique finalement que les mots et les actes, ça peut être équivalent, que les actes peuvent être, les mots peuvent être parfois aussi plus violents que des actes. Et surtout, il t'explique que la violence a des conséquences aussi. Il est pas non plus totalement inconséquent. Quand dans Inglourious, il y avait Inglourious il y a 2 secondes, dans Inglourious Basterds, la violence, s'il y a un tel déchaînement de violence, c'est aussi pour là c'est ultra cathartique, c'est d'expliquer toute la violence ressentie par les nazis au moment de l'impact des nazis sur l'histoire du monde, l'histoire de France, parce qu'on se passe en France aussi. Oui, les limites d'une certaine vision évangélique de l'ingérence américaine en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale peut-être aussi. Enfin, là j'ouvre une grosse parenthèse, je veux pas. Ouais, non, je sais pas. Mais encore une fois, on faut pas penser que son cinéma est très très politisé. C'est surtout quelqu'un qui il est politisé et il peut l'être. Et moi, je pense vraiment qu'il a un discours sur la femme qui est passionnant sur ses premiers films jusqu'à Boulevard de la Mort justement, et que voilà, il parle d'autres choses, mais au fond, ce qu'il aime, c'est avant tout c'est faire du cinéma. Après, si c'est politique derrière, ça arrive dans un second temps. Mais pour moi, il est d'abord juste quelqu'un qui veut faire du cinéma. Et le cinéma, on va en parler après la pause musicale parce qu'on va parler de Once Upon a Time in Hollywood, peut-être le film le plus désigné pour ça dans sa filmographie. Mais donc du coup, on va s'écouter Hush de Deep Purple, présent justement sur la bande son de Once Upon a Time in Hollywood. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de Pixel. Ça va, Cédric? Ça va parfaitement. Parfait. Donc de retour, je disais, on ne perd pas de temps. Comme annoncé avant la pause musicale, on va parler avec toi, Chloé, de Once Upon a Time in Hollywood. Jingle critique, s'il vous plaît. Mais c'est de la merde! Il a été attendu, il a été teasé, il a surpris, il a été critiqué, comme il a été adulé. Chloé, toi qui as vu la dernière production en date de Tarantino, raconte-nous Once Upon a Time, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, Once Upon a Time, écrit, coproduit et réalisé par Tarantino. C'est son 9e et a priori avant-dernier film suite à ce qu'il nous avait raconté. En 2017, on a commencé à en savoir un petit peu plus car il a laissé échapper qu'il allait traiter de la famille Manson et de ses agissements dans la fin des années 60. Pour faire court le plot, en 1969, la star de télévision Rick Dalton, incarné par Leonardo DiCaprio, et le cascadeur Cliff Booth, qui est incarné lui par Brad Pitt, sa doublure de longue date, poursuivent leur carrière au sein d'une industrie qu'ils ne reconnaissent plus. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que vraiment c'est un slice of life movie. C'est quoi un slice of life movie ? C'est le film qui suit le quotidien d'une, et dans ce cas-là, de plusieurs personnes. Donc on va pas avoir d'histoire ou de scénario démesuré. Donc ça va être la vie de cet acteur et de sa doublure, en parallèle de la vie de Sharon Tate, incarnée par Margot Robbie. Il va y avoir une grosse focalisation sur les personnages. Tarantino va jouer de la carte de la lenteur, comme il le sait très très bien faire, pour appuyer un récit marqué par la présence. Et on va avoir un arrière-plan
arrière-plans et des musiques très très importantes. Il va passer énormément de temps à filmer la ville de Los Angeles pour vraiment réincarner l'époque. Il veut vraiment nous faire transpirer l'atmosphère qu'il pouvait y avoir en ce temps-là. Donc ça semble vraiment être la contemplation d'un monde révolu où Tarantino rend hommage au cinéma de l'époque grâce aux techniques du cinéma d'aujourd'hui. Et du coup, si Tarantino aime jouer de la lenteur, comme tu l'as dit justement, pour exposer les enjeux de ses films, c'est vrai qu'on a l'air quand même d'être un peu loin de cet univers cartoonesque dont on parlait, typiquement Kill Bill ou même Inglourious Basterds, ou avec beaucoup de rebondissements. Donc qu'est-ce que Tarantino, au-delà de cette tranche de vie, cherche à nous communiquer ? Alors, donc certains vont vraiment dire qu'on reconnaît le Tarantino, mais on ne reconnaît pas le Tarantino. On va avoir plein d'ingrédients qu'on retrouve souvent dans sa cuisine. Un film de Tarantino, mais pas trop. Oui, voilà, mais pas trop. On va retrouver ses acteurs fétiches, on va avoir des clins d'œil à d'autres productions comme il aime le faire, on va avoir la musique, on va avoir la façon dont il filme, on va avoir des pieds aussi. Hein. On n'en a pas parlé des pieds. Le chat nous demande, il y a pas, voilà, sur le chat, je vois des pieds, les pieds oui, à chaque fois. Oui, voilà, les pieds, ils sont là, vous inquiétez pas. Donc, dans Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino. Ils sont sales. C'est la grande nouveauté. Tarantino, il va créer une dimension quasi hallucinatoire, couvre un portail sur une réalité parallèle où il y a deux éléments perturbateurs qui vont venir donner un coup de pied au cours de l'histoire. C'est vraiment une espèce de prophétie inversée qui marche sur la mécanique du et si. Donc, et si un acteur miteux et sa doublure s'étaient trouvés là à ce moment-là, qu'est-ce qui se serait passé ? Est-ce que l'histoire aurait été différente ? Donc, on finit presque même par oublier où se trouve la limite entre la réalité et la fiction, parce qu'on va avoir donc Rick Dalton et Cliff Booth qui eux n'existaient pas, c'est Tarantino qui les met en scène, qui se baladent dans Los Angeles, qui ont leur vie, l'acteur lui il est en train de déchanter dans sa carrière, avant c'était une star des westerns, maintenant on lui propose plus que des westerns spaghetti, on veut l'envoyer en Italie, sa doublure elle a ses petits problèmes de vie personnelle à côté et il est pas très très bien vu, et en parallèle de ça on voit Sharon Tate qui évolue. On la voit avec Roman Polanski, puis au bout d'un moment on la voit enceinte, et quand on sait ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là, on commence à avoir un petit peu les boules. Donc cette limite entre la fiction et la réalité est vraiment très très bien gérée, parce que ça va vraiment être tout le propos du film, et ça va être notamment très très bien rendu par la scène de Margot Robbie qui incarne Sharon Tate, qui va aller au cinéma pour voir un film où elle joue, donc Sharon Tate, où ça va être Sharon Tate qui va apparaître à l'écran. Donc c'est là vraiment que on perd totalement le fil de qu'est-ce qui est fictif et qu'est-ce qui est réel, et c'est ça qui va vraiment nous permettre d'arriver dans l'intrigue. Et on va voir ce climax là en fait de fiction et de réalité quand la violence suggérée par les films de Rick Dalton va devenir réalité à la fin du film. Ce qui fait que, en gros, pour faire très très simple sur la structure, au début on va avoir les récits et les différents films de Rick Dalton qui vont être filmés pour ensuite traiter l'industrie du cinéma et traiter le réel, pour qu'à la fin on se retrouve avec le réinvestissement du réel en y introduisant la violence de la fiction. Mais comment tu résous du coup cette dualité, enfin comment Tarantino résout cette dualité entre les deux univers qui s'entrechoquent ? Alors moi ce que je fais, c'est que je fais chauffer ma bouille. Oh non, alors non, ça va se solder par un élément clé de Tarantino qui est la violence. On va voir la violence apparaître à la fin, mais bon, c'est du Tarantino donc on s'y attend, mais ce qui était assez intéressant en analysant ne serait-ce que le titre de l'œuvre, c'est qu'on pouvait s'y attendre, parce qu'un film qui commence par Once Upon a Time, ça peut nous rappeler un Once Upon a Time in the West ou un Once Upon a Time in Mexico, qui sont quand même bien caractérisés par leur violence, donc on savait que c'était du Tarantino avant l'heure, mais pour une fois la violence va résoudre la situation, parce qu'on va se retrouver avec un happy ending. Et quelle est la formulation typique de l'happy ending en anglais? C'est Once Upon a Time, ça va introduire l'histoire. Et là on va avoir ce happy ending via cette formulation associée au conte de fées, mais aussi parce que l'histoire va être réécrite avec ces deux éléments déclencheurs qui à leur sauce auront refait quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le petit parallèle avec Disney. On avait un clin d'œil sur comment l'histoire allait se terminer, parce que la petite actrice qui va jouer avec Rick Dalton, elle était en train de lire un livre quand lui s'est assis à côté d'elle pour lire son roman, et c'était la biographie de Walt Disney. Donc d'avance, Tarantino nous avait tout dit dans son titre. Avec Once Upon a Time, attendez-vous à de la violence, mais attendez-vous à quelque chose qui se passe bien. Mais vu que ce happy ending, il est plutôt conclusif parce qu'il n'y a aucune porte qui reste ouverte dans l'histoire, est-ce que ce serait pas Tarantino qui nous tirerait un début de révérence en nous disant tout est bien qui finit bien? À méditer. À méditer, 3 petits points. Non, effectivement, merci déjà pour ta critique. Est-ce qu'il est si conclusif que ça, ce film? En tout cas, Damien, c'est effectivement une belle synthèse du cinéma de Tarantino et quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que je trouve que d'un côté, il y a le
côté Los Angeles de ses premiers films, c'est-à-dire qu'on est à Los Angeles, et il y a le côté histoire vraie, histoire réelle, qui avait dans ses derniers films, donc à partir de Inglourious Basterds. Donc il mélange parce que jusqu'ici ces films historiques entre guillemets, ils étaient ailleurs, ils étaient en France pendant la guerre, l'esclavage avec Django, et là il arrive à la fois à faire ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire filmer des conversations dans Los Angeles, filmer l'angoisse même de cette ville, l'angoisse de ces personnages dans cette ville de Hollywood et ses environs, et ce côté on va un peu refaire l'histoire, on va réécrire l'histoire, et il le fait, je trouve, dans ce film de façon très nouvelle, très belle. Et en gros, Les 8 salopards, si on veut, son film d'avant, c'était pour pas mal de monde un film très sombre, crépusculaire. C'est-à-dire que vraiment c'était tout d'un coup Tarantino qui nous disait bah non, il y a plus de salut en fait, ce huis clos, l'histoire américaine, les 8 salopards, pour aller très vite, c'était après la guerre de sécession, c'était les séquelles un peu de la guerre de sécession. Il avait l'impression de montrer une Amérique qui était en enfer, quoi. Et on pouvait se dire mais en fait Tarantino il est désespéré là, il a plus rien à dire, il nous montre que ces personnages se détestent tous, qu'il n'y a plus d'espoir. Et là avec ce dernier film, au contraire, à la fin c'est un peu l'accès au paradis, c'est-à-dire que sans forcément spoiler, à la fin c'est quelque chose de paradisiaque, il y a un côté conte de fées, la princesse est un peu sauvée si on veut, et donc voilà, il y a de la lumière qui revient dans le cinéma de Tarantino, donc on retrouve tous ces éléments, mais il y a quelque chose effectivement de très mélancolique, de très beau dans ce film, et ce sera pas son dernier, je pense, il a encore des choses à dire, mais on commence à approcher de la fin. Ouais. Océane. Et je trouve que dans ce film, il y a le personnage le plus pur et innocent de toute sa filmographie, c'est Sharon Tate. Et et grâce à ce film, en fait, j'ai eu envie de découvrir l'actrice, pas seulement la personne, parce qu'en fait maintenant on connaît la personne parce que elle s'est fait tuer et tout ça. Et le problème, c'est qu'avant c'était une actrice. Elle avait eu sa carrière aussi, et je trouve que le film autant réhabilite cette figure très angélique, justement c'est une vraie princesse en son palais inaccessible, et Brad Pitt et DiCaprio restent à la porte du palais, ils peuvent pas encore y accéder, et je trouve que le film justement, Margot Robbie ne parle pas beaucoup, mais je trouve que justement dans sa démarche, dans ses regards, elle exprime quelque chose de Sharon Tate, d'une époque révolue. J'ai l'impression qu'avec elle, Tarantino, il a voulu encore faire un fragment d'une époque qui s'est terminée avec sa mort. Et je trouve que les choix de la fin, c'est super mélancolique, parce que c'est peut-être qu'on se dit que Tarantino aurait fantasmé que ça ne se produise pas, et que justement l'époque qu'ils décrivent ne s'arrête pas, mais que ça s'est terminé à cause de la violence des Manson. Donc encore une fois, qu'il le veuille ou non, c'est un peu poétisé, parce qu'il décrit à quel point en fait c'est une bande de suprémacistes blancs qui ont tué une femme enceinte jusqu'au nez, parce qu'elle a été enceinte de 8 mois et demi, je crois. C'était absolument atroce, et je pense que justement il a voulu non seulement réhabiliter la femme, mais aussi l'actrice, et c'est pour ça que même si j'ai quelques soucis avec le film, je trouve que la manière dont il veut la réhabiliter, c'est assez admirable. Perrine. Mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est clairement Tarantino qui filme une époque, et surtout la fin d'une époque. C'est la fin du Summer of Love, c'est la fin même de changements dans l'industrie. Il y a toute l'industrie est en transition à ce moment-là. Les westerns ont quitté le cinéma, ils sont plutôt à la télévision. On se cherche un petit peu, le nouvel Hollywood va badarder. Donc en fait, désespérément, il retient quelque chose. Juste, ça part pas trop vite, la période là. Moi, j'aime bien ça. Et j'aime bien cette période-là. Je veux pas qu'elle s'en aille trop vite. Et en effet, le personnage de Sharon Tate, qui en vérité n'est pas le sujet du film, parce qu'on a voulu nous faire croire ça à un moment donné, mais non, le sujet du film n'est pas Sharon Tate, mais en effet, elle incarne totalement une certaine idée de cette époque, en tout cas une certaine idée de quand c'était encore joli, en tout cas quand c'était encore beau, quand c'était encore sincère, quand c'était encore bien. Et le fait qu'il veuille sauver un personnage comme ça, en effet, il fait ça depuis Django, il fait ça avec Inglourious Basterds. Il rappelle, et ce qu'il faisait déjà dans ses premiers films, avec forcément, mais le pouvoir de la fiction plus que tout, en fait. C'est-à-dire, la fiction peut tout permettre. Et la fiction, plus que tout encore, il explique que le cinéma, c'est le lieu de tous les possibles. C'est-à-dire que la réalité, elle est peut-être décevante. La réalité, elle est et il la décrit très bien, parce qu'en vérité, ça se passe en 69. On est bien d'accord que ça parle de maintenant, ce film. Donc, il est un peu déçu, encore une fois, par son époque. Hein. C'est un truc. Il voudrait revivre autre chose. Donc, on n'a pas la famille Manson maintenant. On en a plein, j'imagine. Mais en effet, il parle de notre époque. Et il dit, c'est pas ça, le dehors c'est chiant, dehors c'est horrible. Et ben, le cinéma, il va pouvoir de recréer la réalité, vous pouvez réadapter la réalité comme vous le voulez. Et en effet, cette fin, parce qu'on attend la violence pendant tout le film, puisque mine de rien, en effet, c'est là, genre,
quand est-ce que ça va se déchaîner tout ça. Il y a quelques petites séquences de violence, elles sont toujours à l'écran, c'est-à-dire que c'est dans les films qui montrent, etc. Donc il nous dit bien quand même que cette violence, on a beau dire que maintenant c'est la violence des films qui influe sur les gens et les meurtres de masse et compagnie, et il est en train de te dire non mais cette violence elle a toujours été là, on a toujours prôné la violence à l'écran, elle a toujours été mise en scène, donc me faites pas croire que c'est la violence du cinéma qui va influencer les gens. Il répond enfin à la question que tout le monde lui pose en permanence, quoi. Mais en tout cas quand arrive cette séquence de ultra violence à la fin, ben encore une fois, il y a forcément un geste politique dans ce qu'il dit sur l'époque, etc. Mais cette violence-là, à ce moment-là, elle est pas politique, elle est cathartique. Elle est juste là pour nous faire dire genre, mais bien fait dans vos gueules les connards. Ça fait du bien en fait. C'est-à-dire que vraiment, on est content que Brad Pitt s'y jette à coups de téléphone sur un personnage. À ce moment-là, juste, ça fait du bien parce qu'on est content de venger quelqu'un. Encore une fois, la vengeance, en effet, ce terme récurrent, etc. Mais on est content de venger ça. On est content d'un moment donné de pouvoir s'en prendre à quelqu'un sur ce que nous, on est en train de subir là en 2019. Ok, après coup, 50 ans plus tard, on se venge. Cédric ? C'est un film compliqué à aborder. Je pense qu'ils ont à peu près tout dit. J'ai pas de base grand chose à rajouter. Moi, ça me fait penser de façon très, très éloignée, mais vous allez vite comprendre ce que je veux dire, Au vent se lève de Miyazaki. Où quand je l'ai vu, je me souviens que beaucoup de gens ont limite craché ce film ou l'ont rejeté en disant ça c'est le pire Miyazaki du monde, et je me suis dit mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de petites filles et de monstres magiques, donc c'est pas un bon Miyazaki, alors qu'on retrouve plus ou moins tout ce qui fait le charme de Miyazaki. Et ce film là c'est un peu pareil, beaucoup de gens ont craché dessus parce que il n'y a pas de violence à part la scène de fin, il y a moins d'excentricité, il y a moins d'exubérance, pourtant il y a un amour des acteurs, il y a un amour des dialogues, il y a un amour, il y a une vision du cinéma, c'est extrêmement bien filmé. Il se permet quand même dans un film Slice of Life un moment de citer clairement le western dans toute une séquence où on flippe quoi. On flippe vraiment pour le personnage de Brad Pitt qui arrive seul dans un camp de hippies. On se dit ça peut très vite mal tourner quoi. Alors ce qui est intéressant c'est que beaucoup de gens ont interprété ça comme ont interprété le personnage de Brad Pitt comme un personnage forcément très nocif et donc que tout ce qu'il faisait était mauvais. Mais je me dis mais rappelez-vous juste qu'il va voir quand même. Il apprend qu'un ami à lui dans l'histoire, son terrain est envahi de hippies. Pas très bien vu à l'époque. En plus, lui ne le sait pas, mais c'est les hippies de Manson. Enfin, il y a tout un. Il y a toujours une double vision dans ce film, je trouve très intéressante, entre ce qu'on nous montre de prime abord et peut-être la réflexion à avoir derrière ce truc-là. Et je peux juste faire un aparté sur ce que tu venais de dire là, justement sur le Span Ranch où il va. Donc lui, il sait pas encore que c'est la famille Manson, tout ça. Et donc c'est intéressant le personnage qu'il va voir, qui est joué par Bruce Dern. En l'occurrence, qui donc ce personnage a vraiment existé, avait vraiment le ranch de Span Ranch, etc. Et qui était un ancien cascadeur, lui aussi, comme le personnage de Cliff Booth, qui est un cascadeur. Et la Manson Family l'a tué en vrai, ce type-là. Ils l'ont tué dans la vraie vie, ils ont fini par le tuer et son corps a été retrouvé, je crois, plus de 7 ans plus tard après sa mort. Et donc il a été tué par les Manson Family. Et celui qui l'a tué, notamment, parce que c'était Manson et d'autres personnes, mais c'était, je sais pas si vous vous souvenez dans le film, il y a un mec qui crève les pneus de Cliff Booth. Ouais. Et ce personnage-là, c'est celui qui a tué le vrai Bruce Dern. Et qui est donc, en fait, c'est intéressant que Tarantino, encore une fois, dans cette idée de revanche, que le cinéma peut permettre ça, c'est un cascadeur, Cliff Booth, qui va venger par la fiction le cascadeur qui est mort dans la réalité, en fait. C'est-à-dire, il va casser la gueule du mec qui a buté le vrai cascadeur dans la vraie vie en 69. Donc c'est encore une fois, il continue à jouer sur ce truc-là de se servir de la fiction pour venger une réalité qui nous déplaît. On peut, avant de conclure quand même ce numéro, se poser la question de si on se dirige vers son dernier film, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Est-ce que ce sera vraiment Star Trek ? Est-ce que... oui, désolé Péride, mais bon, on en a discuté Cédric, mais Star Trek... moi oui, je pense, il l'a dit clairement, il est en négociation avec, il a écrit un scénario, en tout cas il est en passe de le finir là. La Paramount est très contente. Ils ont dit clairement que si Tarantino le faisait, il lui laissait carte blanche. Il faisait comme il a envie. S'il a envie de le faire au moins de 16 ans, enfin mature aux États-Unis, il sera mature et puis c'est tout. Et moi ça me plaît parce que déjà la SF chez Tarantino, on l'a quasiment jamais vu. C'est très vaguement cité de loin, mais il l'a jamais abordé frontalement, alors qu'il a grandi avec cette thématique-là aussi du cinéma qui ne montre presque jamais. Et surtout, ce qui me plaît le plus, c'est que c'est une licence, quoi. Et c'est un truc dont je rêve depuis des années, c'est de voir enfin une licence
tenu par un mec qui sait réaliser, parce que j'en ai marre vraiment de toutes ces licences tenues par des mecs qui savent plus faire des films, et je rêve de voir un Star Wars fait par un Scorsese, de voir un Marvel fait par un Spielberg, et on le verra jamais. Et là on a peut-être un mince espoir d'avoir un Star Trek par Tarantino, et si c'est son dernier film, je trouve que c'est vraiment ça la plus belle boucle. C'est le mec underground qui n'a pas fait d'études, qui vient du cinéma pulp des bas-fonds, qui revient à quoi ? Une série pulp qui ne marchait pas au début, qui a marché sur les rediffusions, qui a créé tout un pan de la pop culture. La pop culture emprunte la pop culture, pour moi c'est parfait. Comme fin, c'est vraiment parfait. Thématiquement, il l'a peut-être ramené avec Once Upon a Time, mais visuellement, je pense qu'on peut attendre quelque chose de très grand si c'est un vrai finalé, quoi. Damien. Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce Star Trek, mais il y a aussi des infos contradictoires. C'est-à-dire que Tarantino a aussi dit récemment qu'il aimerait faire un film d'horreur bientôt. Il y a aussi des rumeurs de Kill Bill 3. Non, je n'y crois plus, ne me fais pas de mal. Kill Bill 3, pourquoi pas ? Parce que apparemment Uma Thurman et Tarantino se sont un peu rabibochés dernièrement. On se rappelle que dans Kill Bill 1, il y avait des scènes tournées. Non, mais elle disait à la fille de la première femme qu'elle tue quand tu seras grande, prête, viens me revoir. me chercher, Et puis il y a aussi la fille d'Uma Thurman dans la vraie vie qui joue d'ailleurs dans Once Upon a Time in Hollywood, qui a grandi, qui pourrait peut-être jouer la fille de Uma Thurman aujourd'hui. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il fera le Star Trek, mais peut-être aussi qu'il fera plus de 10 films. Peut-être qu'il fera 11, 12. Ce serait bien qu'il fasse comme Luc Besson, d'une certaine façon, qui avait dit qu'il en ferait 10 et qui a menti outrageusement. Mais lui, on lui en veut un peu plus. Et alors que Tarantino, on aimerait bien qu'il mente, en fait, pour le coup, et qu'il fasse plus de 10 films. Ça serait très bien. Très content. Et également un retour possible aux séries, ou peut-être une retraite. Je crois qu'il a un projet de livre aussi sur les années 50. Il a écrit une pièce de théâtre qui vient de finir d'écrire là, donc il parlait de la mettre en scène prochainement. Je sais pas le sujet, en revanche je crois qu'il l'a pas spécialement dit. Il avait des projets de série à un moment, il le disait à moitié en rigolant, mais je crois que c'est à moitié sérieux, que la fausse série dans laquelle joue Bounty Law, dans laquelle joue DiCaprio dans son dernier film, pourrait être adapté en mini-série. Ce qui pourrait être pas mal. Il a assez de matériel, il a filmé assez de matériel pour au moins faire un épisode, je crois. Mais c'est toujours ça le truc avec Tarantino, ce qu'on disait, Kill Bill, quand il a pensé à Kill Bill 3, à la fin des Kill Bill 1 et 2, il a pris la gamine, il lui a fait faire des scènes pendant son on sait de source sûre que l'actrice, enfant, adolescente et adulte, elle a tourné des scènes pour des séquences de flashback. En fait, il avait prévu dans le scénario original de Kill Bill 3, c'était que cette gamine devait être entraînée par les survivants du massacre. En fait, donc tous les acteurs avaient accepté de jouer, ceux qui survivaient en tout cas, pour entraîner cette petite à venger la mariée. Donc ça devait être Kill the Bride, le titre, en tout cas le nom de code du projet était Kill the Bride. Dernière question, est-ce qu'on peut dire que Tarantino a fait école ? Est-ce qu'on peut dire qu'il a des héritiers ? À quoi est-ce qu'on peut mesurer son influence ? Oui, il en a même trop. Oui, trop ? Trop de personnes qui veulent se revendiquer d'être ses héritiers, alors qu'en fait c'est pas du tout ses héritiers. Je pense qu'il y a plus de personnes qui se revendiquent de vouloir l'être plutôt que de personnes qui le sont réellement. Mais typiquement, vu qu'on t'avait reçu pour Edgar Wright, est-ce que cette gestion de la musique Non, pour moi c'est des approches totalement différentes. À mon sens, justement, c'est pas parce qu'on se met à bien utiliser la musique et avoir des montages assez rapides, assez dynamiques que forcément tu es Tarantino. Je pense que ça va au-delà de l'intention sur la forme. Il faut aussi que ça aille sur le fond, et comme je disais tout à l'heure, pour moi ça manque ce type de cinéaste qui justement essaie de créer pas forcément des collages, mais c'est plutôt des patchworks de musique et de films. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font comme Tarantino, peut-être parce que justement son style est inimitable. C'est peut-être le meilleur compliment qu'on puisse lui faire. Petite conclusion en ping-pong, je vais vous demander chacune votre tour, votre Tarantino préféré, une réponse brève s'il vous plaît. Damien pour commencer. Alors moi je dirais Pulp Fiction, Kill Bill et Once Upon a Time in Hollywood. On a dit et ça devient un top 3. C'est le top 3 là. Très bien. Océane. The Hateful Eight et Pulp Fiction. Chloé. The Hateful Eight aussi. J'ai un faible avec les huis clos. Je mets Reservoir Dogs derrière. Très bien. Perrine. On peut en citer 1000, c'est ça ? Non, d'accord. Moi, ce sera Boulevard de la Mort et Kill Bill, mais Boulevard de la Mort avant toute chose. Cédric. Moi, déjà en grand numéro 1, Kill Bill. Et Hateful Eight et Once Upon a Time récemment m'ont mis des grosses claques, mine de rien, et tiennent bien sur la durée. Très bien. Alors, sur le chat, je vois que ça parle pas mal de Kill Bill 3 dans l'univers de Star Trek en film d'horreur. Et ça parle de Matthew Vaughn aussi. Pourquoi vous parlez de Matthew Vaughn donc, voilà, pour clore, moi ce sera Django, le Django d'amour. Film romanesque incroyable. Voilà, c'est fantastique. Merci à toutes et à tous pour ce bien beau débat, ma foi. Il me semble que l'émission n'est pas terminée, car c'est l'heure de passer, comme vous le savez, au quiz musical. Alors le
quiz musical cette semaine s'intitule, oui on cache le chat avec les conducteurs s'il vous plaît, sinon on regarde les réponses et c'est pas très bien. Ce quiz musical cette semaine s'intitule Elle est pas mal cette playlist, haha vous l'avez. Oui il y a des lendemains de soirée qui sont plus difficiles que d'autres. C'est donc une... Ce sera donc une playlist consacrée à Los Angeles et à l'influence que cette ville a exercée sur divers pans de la pop culture. Il y a du cinéma, pour vous rassurer. Tout va bien, Chloé? Tout va bien? Il y en a qui sont pas revenus de soirée visiblement. Magnifique. Parfait. Alors, on casse un petit peu les codes cette semaine. On a l'équipe jaune, C'est vous qui êtes donc Damien et Chloé. On peut avoir une troisième personne qui vous rejoint si vous voulez. Sinon, de l'autre côté, l'équipe rouge, donc avec Cédric, Perrine et Océane. 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face comme d'habitude. Voilà. Premier morceau. Kill Bill. Pulp Fiction. Kill Bill. Non, mais non. Bravo Damien, 1 point pour Damien. J'avais Kill Bill en tête, désolé. Non, mais je savais qu'il allait mettre Pulp Fiction, mais dans ma tête c'est Kill Bill en plus. Je sais pas pourquoi. Non mais je savais que ça allait être Pulp Fiction, je savais. Alors que la vraie réponse c'était Les Enfants de la Mer, évidemment. Toujours la réponse. Ou Black Eyed Peas. C'est la réponse. Donc c'est évidemment la chanson Miss Irlou par Dick Dale et And His Deltones sur Pulp Fiction, un générique d'ouverture 1994. 1-0 pour l'équipe jaune. Deuxième morceau. Alors, ça se passe à Los Angeles. Los Angeles finit pas très bien dans le film d'ailleurs. C'est un gros indice que je vous donne. Invasion LA. Ce n'est pas Invasion Los Angeles. Équipe jaune. C'est un film qui va avoir une suite au cinéma dans pas très longtemps. C'est une grande saga qui a eu 2 grands films et beaucoup de mauvais films après. De Bev, non. 5, Non, j'ai pas du tout. 4, Mais ça va repasser à eux, 3, j'ai pas pour moi. 2, grande saga qui a eu chanson interprétée par les Guns N' Roses. Attends, chouette, c'est une ça. grande saga, ils ont 2 films, ça c'est le 3e qui sort là. Ça c'est le 3, ça c'est non c'est le 6e qui sort en ce moment-là. Terminator. Terminator. Ah, il faut que je te donne lequel Oui, bien sûr. Terminator 2, bravo. Je savais pas si C'est donc, c'était un gros indice de dire quand même que Los Angeles finit mal dans ce film. Il y a plein de films où elle termine mal. Oui, c'est vrai. Mais bon, donc effectivement, You Could Be Mine par les Guns N' Roses, de Terminator 2, Judgment Day, sorti en 1991, film de James Cameron avec le bien-aimé Arnold Schwarzenegger. Voilà, bah oui. J'aurais peut-être dû commencer à ce moment-là du morceau. Je m'excuse, mais l'intro était quand même beaucoup trop badass pour être sauté. 1 partout, 3e morceau, toujours du cinéma. Alors c'est toujours à Los Angeles, évidemment. Chaussez vos plus belles lunettes. Des lunettes. Invasion Los Angeles. Invasion Los Angeles, bravo. John Carpenter. Évidemment, le thème principal de They Live, Invasion Los Angeles, film de John Carpenter, sorti en 1988. Donc ça fait 2-1 pour l'équipe jaune. Ah oui, non, mais je suis allé chercher à Los Angeles, vraiment. 2-1 pour l'équipe jaune, donc rien n'est joué. 4e morceau. Film toujours à Los Angeles, évidemment, de braquage. Je vous aide. Elle est confident. C'est pas LA Confidential, non. Équipe jaune. Ah pardon, oui, une fois qu'on a dit... Ah ouais, du coup ça c'est pas grave. Un thème de... On ne regarde pas sur mon carnet, Damien. Non, je regarde dans le vide. Je cherche l'inspiration. Thème composé par Moby. Ah bon? Ouais. Le braquage est 3, 2, 1. The Inside Man. Ce n'est pas Inside Man. Un petit peu ça. Non, alors c'est un film de Michael Mann. C'est Hit. C'est Hit. J'y ai Bravo. pensé au début. Ah mais du coup ils l'ont... c'était à nous là. C'était à... J'ai envie de dire ça va se jouer. Du coup, ça va se pas se jouer au Shifumi. J'ai pas envie de la jouer au Shifumi cette fois parce que c'est pas très radiophonique. Donc, question de rapidité. C'est quoi la figure de proue de la voiture dans Boulevard de la Mort? Quoi? De pro de la voiture dans le Qu'est-ce qui est devant, sur le devant de la voiture de... c'est un petit... c'est pas un ange? C'est pas un ange, ouais, un truc. Non, c'est pas un ange. C'est une connerie qu'il a mis dessus. Putain. Ah.
C'est un animal. Non, mais oui, mais j'ai plus le nom. Canard. Un canard. Voilà. Donc le point va à l'équipe jaune. Voilà. Donc comme ça c'est fait. 3-1 pour l'équipe jaune. Dernier morceau quand même pour la beauté du geste. Il y a un twist. C'est Persona 5. Ce n'est pas Persona 5. Ça ressemble beaucoup. Il y a 5 dans le titre, effectivement, il y a un 5, mais ce n'est pas Persona, l'équipe jaune. C'est stressant à faire ça, Karel. Oui, bah je compte, hein, pour pas que vous monopolisiez le temps. C'est un jeu vidéo. GTA GTA 5. Mais c'était encore à nous là. GTA 5 et cette fois-ci c'était à vous. C'est à vous. Donc en plus quoi qu'il arrive. De toute façon ils ont gagné, c'est bon, allez 3-2. Donc oui évidemment Désolé, c'est ma faute, j'aurais dû Welcome. dire où Apple Fiction ont gagné. Il y a un twist, Welcome to Los Santos, ville donc évidemment inspirée de Los Angeles. Thème composé par Ono, qui est un producteur de musique hip-hop que je vous recommande. D'ailleurs, il fait des très très bons morceaux. Et donc c'est un thème qu'on retrouve très fréquemment dans GTA 5. Voilà, jeu sorti en 2013 sur toutes les bonnes consoles et sur PC, édité par Rockstar Games. C'est donc sur un score de 3-2 que se termine ce quiz musical. Les amis, c'est l'heure des recommandations. En avez-vous? Je me tourne vers toi, Océane. Oui, alors c'est le film de Matty Diop, Atlantique, qui est actuellement en salle, qui a reçu le Grand Prix à Cannes. C'est un film fantastique qui se déroule à Dakar. C'est le premier film de Matty Diop et ce film est imparfait. Ça reste une proposition esthétique vraiment très intéressante. Et voilà, si vraiment les films fantastiques de fantômes vous intéressent, je vous recommande de jeter un coup d'œil. Très bien. Chloé? Moi, tu fais la maline. Ah oui, vu que je fais la maline. Non, je faisais pas la maline, j'ai enlevé cette perruque qui gratte. Du coup, je vous recommande pas les perruques qui grattent. Par contre, ça remonte à super longtemps. C'est pas du tout quelque chose d'actualité, mais on a parlé de Tarantino, on a parlé de la musique, Ouais. de Tarantino Experience. C'est une compilation fantastique des musiques de ses films. Ça se trouve sur. Vous pouvez commander vraiment le CD en tant que tel. Vous pouvez écouter. Chez tout votre ça. cousin aux États-Unis. Voilà. Aussi. D'accord. Non, mais c'est juste que ça replonge dans des scènes assez sympathiques et c'était ce qu'on écoutait en voiture. C'était génial. Très bien. Cédric, avant de donner le mot de la fin aux invités, évidemment. Oui, eh ben, je vais recommander un manga pour une fois. Ça fait longtemps que je n'avais pas recommandé un sympa, qui s'appelle Empereur du Japon, qui est aux éditions Delcourt Tonka, mais qui est, comme son nom l'indique, une biographie de l'empereur Hirohito Ier, qui a gouverné, enfin qui a régné sur le Japon de 1928 à 1989. Et c'est plutôt pas mal du tout, même très bien. Et globalement, il y a plein de petites anecdotes intéressantes. Et surtout, ça montre vraiment comment est-ce qu'on crée un empereur, parce qu'il est né en sachant qu'il allait devenir empereur, et donc l'éducation qu'il a reçue, et donc c'est les batailles un peu de palais, hein, les instigations pour savoir quel tuteur va avoir la main mise plus sur lui qu'un autre, et quelles valeurs morales vont accentuer son règne plus qu'autre chose. Savoir que c'était donc l'empereur pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc ça amène quand même beaucoup de questionnements très intéressants, parce que il a demandé aux Américains de le punir lui, mais pas son peuple. Donc voilà, ça amène un peu qui était le bonhomme. Sébastien, dans l'oreillette, me dit de parler de Lady Snowblood tant qu'on parle de manga, vu que c'est une influence importante de Kill Bill. Donc comme ça, il hijack l'émission pour faire sa petite reco. C'est parfait. Perrine, as-tu une recommandation? Ben voilà, je me sens prise des beautés. Très bien, on a parlé de Once Upon a Time. Hein, je peux demander à Damien, sinon le temps que t'en trouves une, mais... Non, mais putain, pour moi, il y a un film qui sort la semaine prochaine, qui est un film français qui s'appelle Chambre 212, que j'ai bien aimé, de Christophe Honoré. Et ça peut être surprenant, mais c'est presque le Tarantino français, parce que parce que c'est un cinéaste qui joue avec la musique, voilà. C'est un de ses plus beaux films. Ça sort en face de Joker, donc je pense que ça va être compliqué en termes de box-office et de visibilité. Mais voilà, c'est un film avec Chiara Mastroianni, un film français. La musique est très belle, il y a plein d'idées et si vous pensez à Tarantino dans le film, voilà, vous penserez à moi. Très bien. Je fais un lien un peu surprenant, mais voilà, c'est un des bons films, on va dire, qui sort la semaine prochaine. Très bien, merci beaucoup. Perrine? Eh bien, tu t'es fait voler ta recommandation? Non, pas du tout, mais par contre, c'est très chouette. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec Damien. C'est très chouette, Chambre 212. Mais moi, je vais parler d'un film qui est déjà sorti, mais comme on était sur Once Upon a Time et qu'on a vu un Brad Pitt démentiel dans Once Upon a Time, je vous propose de continuer à voir du Brad Pitt démentiel avec Ad Astra de James Gray, qui est un film sublime. James Gray est un très grand cinéaste et c'est le vrai pendant de Lost City of Z, qui était le chef-d'œuvre l'année où il est sorti. Chef-d'œuvre de l'année en tout cas, et voilà, on a une performance de Brad Pitt
hallucinante et il mérite l'Oscar pour les 2 films. Et malheureusement, c'est Joaquin Phoenix qui repartira avec, mais c'est dommage parce que franchement, Brad Pitt cette année, je crois qu'on avait un peu oublié. J'espère, mais on avait un peu oublié à quel point Brad Pitt était un extraordinaire acteur. Et je pense que cette année 2019, on vient remettre les pendules à l'heure et dire non, c'est un des plus grands acteurs américains actuels. Très bien, sur le chat on n'a pas mal eu de recommandations, donc je vais dire Mafouba nous dit Snatch car c'est du sous Tarantino. Profi Sekai qui nous recommande Redline, évidemment réalisé par Takeshi Koike, qui a réalisé le segment animé de Kill Bill, voilà évidemment, donc hashtag je triche, et Phenom qui nous recommande Portrait de la jeune fille en feu, à voir pour son épilogue extraordinaire, qui est le même directeur de la photographie que Atlantique, donc vraiment c'est Claire Maton qui dirige les deux, donc il nous faut plus de chef-op féminine et c'est très bien qu'elle soit sur ces 2 films là. Les grands esprits se rencontrent. Quant à moi pour les recommandations, donc j'en ai 2, j'en ai prévu une, donc c'est un animé qui s'appelle Bakano, sorti en 2007, tiré de la série de light novel écrite par Ryogo Narita et mise en image par le studio Brains Base. C'est peut-être ce qui se fait de plus proche de Tarantino dans l'animation japonaise, que ce soit sur la façon d'éclater la temporalité, sur la gestion de la violence, de la tension en image. Donc l'histoire c'est en gros une espèce de crossover entre Highlander et c'est une période prohibition. En gros c'est des immortels qui vont tous monter à bord d'un train et il va y avoir une tuerie dans ce train et comment est-ce que les uns vont survivre aux autres, etc. Ça revisite plein d'époques. On a la prohibition, on a carrément la découverte des Amériques, si je dis pas de bêtises, au milieu de l'Atlantique. Il y a beaucoup de passages très on navigue d'une période à l'autre. Moi j'aurais plus dit Samurai Champloo en animé tarantinesque, mais oui, c'est bien. Voilà, aussi. mais Bakano fonctionne vraiment là-dessus. T'as toute une logique de tout le monde veut tuer tout le monde et des ordinaire richesse, je recommande. Et parce que l'actualité malheureusement est ce qu'elle est, je vous recommande La Vallée des Bannis, qui est un tome de Spirou signé par Philippe Tom, qui nous a quittés, dont on a pris le décès ce matin, qui est peut-être un des tomes qui m'a le plus marqué dans mon itinéraire de BD-Phile. Et voilà, donc La Vallée des Bannis, tome de Spirou absolument incroyable, où on voit justement Spirou et Fantasio, leur amitié mise à l'épreuve par une espèce de maladie bizarre et voilà, qu'est-ce qui peut subsister au-delà de ça. Et c'est assez magnifique de voir Fantasio qui hurle Fantasio Magazine et qui se barre après avoir assommé Spirou, par exemple. Voilà, donc gros tome avec Machine qui rêve aussi, évidemment. Seb qui opine du chef derrière la vitre, évidemment. Les amis, comme le veut l'adage, C'est la fin des choux. et c'est la fin de cet épisode d'Hyperlink. On espère que ça vous a plu. Damien, Perrine, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Sur Twitter, dans le magazine 3 couleurs, on écrit tous les deux d'ailleurs dans 3 couleurs, première. Sinon, je traîne souvent vers Châtelet. Voilà. Nous, Cédric et moi aussi, quand on va au cinéma, tu sais, je suis tous les jours. Et puis quand je fais mes recherches à Pompidou aussi. Bref, donc merci tout le monde pour ce numéro fort complet sur Quentin Tarantino. On espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec toi, Céane d'ailleurs, pour un numéro et on vous laisse compléter cette série de voilà. Bon dimanche, bonne fin de week-end et bonne semaine à toutes et à tous, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao. À la prochaine. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h en direct sur VL.